Bonjour à tous et bienvenue sur le rendez-vous jeu. Dans cet épisode, on ne va pas parler d'actu, mais on va parler à et de Erwan Cario. Quel programme passionnant! Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Jeu. C'est un épisode un petit peu spécial, vous le savez, généralement c'est un podcast dans lequel on parle d'actu, on résume, on analyse tout ce qui s'est passé dans cette industrie merveilleuse, on parle même de jeux vidéo de temps en temps, mais aujourd'hui c'est un épisode spécial comme on en fait de temps en temps et je dois dire qu'ils sont particulièrement appréciés, ces épisodes spéciaux portraits en particulier, dans lesquels on va explorer la vie, l'enfance, l'adolescence, l'adultitude de nos invités. Et aujourd'hui, on a on peut dire une figure du podcast français de jeux vidéo et du jeu vidéo dans son ensemble, Erwan Cario. Bonjour Erwan, comment vas-tu ? Salut, je suis un programme passionnant, c'est trop bien. Et en tant que figure du podcast à une autre figure du podcast, écoute, hein, on va bien s'entendre. Tu sais, il y a peu de gens qui peuvent se targuer ou s'accuser de faire du podcast depuis aussi longtemps que moi. Et tu fais partie de cette sélection assez rare puisque tu as commencé Silence on joue, alors qu'il était à l'époque, c'est Libé Labo, Labo Libé. C'était déjà Silence on joue, mais c'était sur Libé Labo. Ouais. C'était une expérience et Mhm. j'ai fait des recherches pour préparer l'émission, tu vois, très poussées. C'était en 2007. C'est ça. J'ai Et toi, tu avais commencé. déjà lancé Azeroth en 2007, si je me souviens bien. Alors, je l'avais lancé toute fin 2006. Enfin, toute fin, Ouais. en septembre 2006. Donc oui, je te dépasse d'une courte tête à ce concours de vieillitude. Et c'est marrant parce que je me souviens en 2007 et tout ça, quand on commence le podcast, on découvre. C'était sur iTunes à l'époque, il n'y avait pas encore Apple Podcast, c'était la section podcast de iTunes et il y avait déjà des classements dans la section loisirs, je crois. Il n'y avait peut-être pas une section jeux vidéo, je ne sais Sans plus. doute pas. Et il y avait ce podcast Azeroth qui systématiquement nous passait devant. C'était, voilà, on était, on était numéro 2, mais j'étais très content d'être numéro 2. C'était une autre époque, effectivement. Écoute, avant qu'on commence à parler de toi et de tout ce tout ce qui a fait ce que tu es aujourd'hui, est-ce que tu peux quand même te présenter pour les rares qui écoutent et qui ne te connaîtraient pas très bien ? Je suis journaliste à Libération, donc le quotidien national français, et donc je suis journaliste depuis assez longtemps. Je suis rentré à Libération en 99, et bon, on repassera sur l'histoire, mais Oui, on bon, va y bref. revenir, ouais. Euh, et je m'occupe, donc je suis fondateur et animateur du podcast Silence on joue, qui est un podcast hebdomadaire sur l'actualité des jeux vidéo, comme un autre que vous êtes censé bien connaître. Et donc, oui. C'est marrant parce que déjà, j'ai plein de choses à dire et de questions qui me viennent, comme par exemple le fait que il y a pas énormément de podcasts format podcast classique, c'est-à-dire des longues discussions avec des gens qui se consacrent vraiment au truc pendant des heures sur des grands médias nationaux. Il y en a très très peu, tu es peut-être même le seul. Et rien que là, tu vois, j'aurais 1000 questions à te poser. Mais on va commencer par le début. Donc effectivement, Silence on joue, dont je pense tout le monde a entendu parler s'il s'intéresse un minimum au podcast. Mais le parcours, on va revenir au début, on fait Ok. rembobinage. Rewind. Ouais, c'est freeze frame. You probably wonder how I got here. Euh, Et j'aimerais te parler un petit peu, comme on le fait toujours dans ces épisodes, te parler un petit peu de ton enfance. Mhm. Alors, je ne sais pas à quel point la petite enfance, on va pas... Alors, quand tu es né, où tu es né, et peut-être plus sérieusement, quel a été ton premier contact avec le jeu vidéo et est-ce que ça a été la passion tout de suite ou je repense à d'autres choses que je veux te demander. Mais est-ce que ça a été la passion tout de suite ou comment ça s'est passé la Waouh. petite enfance? La petite enfance. Moi, je suis né à Nantes en 1972. Donc, voilà, mais on a vite déménagé dans la région de Lorient, en Bretagne, à Quévin, une petite ville à côté de Lorient. Et alors, le premier contact. Alors, il y a deux choses qui se superposent. À ces âges-là, c'est difficile de savoir laquelle est arrivée en premier. Moi, ce que je me souviens en tant que premier contact avec le jeu vidéo, c'est une fois, on nous a prêté une console Pong
de celle qui se branchait sur la prise antenne de la télé noir et blanc. Et alors, c'était pas le home Pong, hein, mais c'était toutes ces variations qui étaient venues quelques années plus tard où tu avais des petits switches et puis tu pouvais choisir entre la Ouais, il y avait pelote genre basque, plusieurs s'il y avait un mur en jeux. face, etc. Enfin bon, il y avait plein de sports qui étaient représentés. Finalement, c'était que Pong. Donc il y a ça qui est arrivé. Je sais qu'on a pu garder la console, c'était avec des amis, mais on a pu la garder quelques semaines et ça m'a vraiment marqué. Et alors, je Tu veux pense. dire, c'est la console, on te la prête pour le week-end et puis finalement, on oublie de la reprendre et on se demande où elle est. C'est ça. Oui, c'est sans doute ce genre de choses. Et puis aussi, ça représentait un peu ce qu'était ce genre de jeu vidéo. C'est euh, une fois que tu as joué à Pong et que tu as joué beaucoup à Pong, bah, t'y rejoues pas forcément T'as énormément. fait le Donc je pense tour. que Ouais. les amis qui nous l'ont prêté avaient pas forcément une urgence absolue à la T- récupérer, mais on en a bien profité avec mon frère. T'avais quel âge Et à ce moment? c'est difficile. Pour moi, j'avais dans les 8 ans à peu près, Ah oui, dans d'accord. ces eaux-là. Oui. Mais c'est 8-9 vrai, ans. tu sais, c'est marrant, on est nés donc à peu près au même moment. Et mon fils, quand je parle avec lui, mon fils a eu 7 ans, j'allais dire 8 ans. Il a 7 ans et il adore les jeux vidéo, il tient de son père. Et quand je lui raconte que à son âge, ou un petit peu avant, quand il a commencé au jeu, je lui dis, bah, tu sais, moi, quand j'étais petit, il n'y avait pas de jeux vidéo. Et il me dit, mais comment ça? Enfin, il n'y avait pas de Nintendo, il y avait pas. Non, mais je lui dis, ça n'existait pas, les jeux vidéo. Mais tu pouvais quand même aller chercher sur Internet. Je comprends pas. Et donc, tu as eu ce premier contact. Tu avais eu des contacts avec le jeu vidéo avant ou c'est vraiment la première fois où tu as vu un Alors, truc avec c'est des images qui là bougeaient? où je sais pas ce qui arrive avant, Hmm. après, mais je sais que dans l'hypermarché où ma mère allait faire les courses, il y avait, c'est très précis, hein, c'était le rallye de la Nester, hein, ça parlera peut-être aux gens qui habitent dans ce coin-là. Il y avait un self avec un bar et il y avait des bars, des tables de bar jeux. Notamment, il y avait un Space Invader et plus tard, il y avait un Pac-Man. Et je sais que je passais un temps infini à ne pas mettre de pièces dessus, mais à regarder les écrans insert credit des jeux et ça me fascinait, ça me fascinait. Évidemment, le nombre de fois où ma mère a cédé pour nous filer les 2 Hmm. ou 5 francs qui étaient nécessaires à lancer une partie, je pense que ça se compte sur les doigts d'une main, voire même d'un doigt. Donc j'étais vraiment, moi je connaissais très très bien les écrans insert credit dans ce genre Mais c'est marrant ça. de lieu. Qu'est-ce qui te fait je sais plus avec qui on en parlait lors d'un portrait précédent, mais je disais un truc qui était que l'arrivée du jeu vidéo, aujourd'hui c'est difficile de se l'imaginer, même pour les gens qui sont un petit peu plus jeunes que nous, mais à notre époque, on connaissait les écrans par la télé bien sûr, mais il y Mhm. avait que ça, il y avait que la télé qui était un usage d'un média complètement passif. Là, Ouais. avec les jeux vidéo, on pouvait changer ce qui se passait à l'écran et c'était quelque chose de fascinant. Qu'est-ce qui te fascinait, toi? Parce que, bon, quand même, regarder l'écran Insert Coin, ça veut dire qu'il y avait un truc qui se Ah passait bah, quand même. sur la table, il y avait aussi le joystick, il y avait les boutons. Hmm. Donc en fait, on pouvait se projeter sur le jeu. On avait juste pas l'argent pour lancer des parties, ce qui était un peu pénible. Mais on pouvait regarder des gens en train de jouer, on pouvait, enfin, il y avait quelque chose qui se passait là-dedans. Et donc voilà, je sais pas trop lequel est arrivé en premier. C'est vraiment fin 70, début 80. Donc j'ai pas de souvenir. J'ai pas une photo de moi avec le journal du jour. Donc je sais pas vraiment à quelle date ça se passait. Et puis après la grande révolution, ça a été l'achat par mon père d'un Commodore 64, c'était un peu plus tard. Ah oui, non, mais là, c'est effectivement. Enfin, remarque, je dis, c'est beaucoup plus tard, mais c'est vrai qu'un Commodore Non, c'est 64, c'était 84. ouais, 80. 2, 3 ans plus tard. Mm. Tu dis que tu as un frère, il est lui aussi, il était passionné? Euh, alors, passionné, Est-ce qu'il y avait une émulation c'est. entre vous Oui, 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 bah on jouait tous les deux. Enfin, ou... après, je sais pas, c'est le temps. Généralement, il y a qu'un seul accès aux jeux vidéo. S'il y a deux frangins ou un frère et une sœur, il faut se partager le temps. Donc, forcément, il y avait des négociations, on alternait et ce genre de choses. Donc, oui, oui, c'était une activité commune. Ça, c'est clair. Euh, je reste un petit peu sur ma faim sur cette question de la vision, la relation que tu avais à ces écrans à ce moment avant Ah oui. l'arrivée du Commodore 64, parce que je reste quand même
pas surpris, mais enfin intéressé par le fait que tu regardais l'écran même sans jouer. C'est ça Hmm. Encore Pong, on te le prête, tu joues, tu le ponces. Bon, après, une fois que tu as fait le tour de Pong, tu as fait le tour de Pong. Mais cette habitude qui t'a marqué, puisque tu t'en souviens encore, de regarder l'écran avec les trucs bouger, ça m'intrigue un petit peu. Il y a peut-être pas grand-chose de plus à dire sur ça, mais je veux te donner Non, mais l'opportunité de... je pense que ça crée. Enfin, il y a une fascination quand même. Je pense on est à une période, tu l'as dit, le jeu vidéo, ça n'existe pas. Enfin, c'est pas quelque Mm, chose qui est aussi courant qu'aujourd'hui. Donc, il y a quelques lieux où on peut avoir accès à ce type d'écran. Et je pense que voilà, il y avait dans cet endroit des trucs qu'on voyait nulle part ailleurs, avec des petits vaisseaux, avec une boule jaune qui mange des fantômes. Enfin, en plus, mm, il y avait un imaginaire comme ça qui se construisait sur vraiment les univers, les imaginaires qui nous parlent en tant que gamin. Et voilà, et on se rêvait en train de jouer, ce qui devait arriver de temps en temps, parce que je pense que comme tous les parents, ma mère cédait de ouais. temps en temps. Et les fois où elle cédait pas, bah, on se remémorait les parties qu'on avait fait avant. Donc, et après, en fait, après, ça se joue sur ces années-là, ça va très très vite. Ouais. Entre le moment où je découvre les jeux vidéo à cette manière-là et le moment où j'y ai accès de manière un peu plus régulière avec le Commodore 64, je me rappelle d'un copain d'école qui a chopé un Atari 2600, donc beaucoup de quelques allers-retours. C'était pas un copain proche, mais on négociait quand même pour aller squatter chez Tout lui à coup, de temps en quand il y a temps. une Voilà. console en jeu, ça devient un copain beaucoup plus proche, tout à coup, hein. C'est ça, c'est ça, tout à fait. Et donc voilà, mais à partir de ce moment-là, ça s'accélère forcément, parce qu'on est Ouais. à partir des années 80, ça va plus vite. Le truc que tu notes, et effectivement, qui est aussi un truc qu'on ne réalise pas forcément, c'est que, bon, alors il y avait la petite machine Pong dont tu as parlé, mais à l'époque, le jeu vidéo, essentiellement, n'existait qu'en dehors de la maison. Donc c'était un truc rare. Ouais. C'était un truc auquel on n'avait pas accès. Et à vrai dire, même quand on avait le petit truc Pong, c'était pas le top du jeu, c'était dans les salles d'arcade. Donc c'est à ça qu'on rêvait, Ouais. même quand on pouvait jouer à la maison pendant assez longtemps. Mais venons-en donc effectivement au Commodore 64. Euh, c'est vous qui l'aviez demandé, ou c'est toi qui en parlais, Non, ou ton père a débarqué en disant, bon, les consoles, c'est pour les jeux, mais là, tu vas pouvoir programmer et faire des trucs intelligents. exactement. Bah, en fait, mon père à ce moment-là se prend de passion pour la programmation. Hmm. Il avait un Il rentre background dans un technologique ou pas du tout? Il était, oui, scientifique. Il était Hmm. prof de sciences physiques, au collège. Et en fait, il se prend de passion pour la programmation. Il rejoint même un club informatique où il apprend le basique sur des gros ordinateurs et ce genre de choses. Et donc il craque complètement. Il achète un Commodore 64, je pense sur conseil de son petit frère, qui était un peu en avance sur lui, qui lui a été encore plus proche de l'informatique. Et donc voilà, il arrive avec le Commodore 64 et le truc absolument incroyable. Bon, par ailleurs, c'est vrai, j'ai appris à programmer sur Commodore 64 et ça a été hyper important pour la suite de mon parcours. Mais le truc absolument incroyable, c'était une cassette donc qui était fournie par mon oncle. Donc c'était un Commodore 64 à lecteur de cassette. Et Ouais. donc mon oncle, qui en avait déjà un, a filé tout de suite, dès le premier jour, cette cassette à mon père. Et sur la cassette, il y avait une vingtaine de jeux piratés. Oh là Et donc en fait, là! bon, c'est une cassette. Et donc en fait, il y avait des timestamps. Et il fallait mettre sur le lecteur de cassette du Commodore 64 la cassette à ce timestamp-là pour charger tel jeu ou tel jeu ou tel jeu. Et donc, voilà, il y en avait, ouais, je pense, entre peut-être une dizaine ou une vingtaine. J'ai du mal à voir maintenant, mais il y avait sur la jaquette de cette cassette audio, il y avait comme ça tous les jeux qui étaient là. Et ça a été, voilà, là pour le coup, on avait accès à une ludothèque pour la première fois. Euh, Là, tout à coup, quand tu as la possibilité de jouer sans aller supplier maman de te fournir une pièce, bon, encore une fois, il y avait Pong, mais c'est pas la même chose. Hmm. Est-ce que tu as Alors ressenti cette déjà, juste, différence? juste un point qui est bon, ça n'a pas son importance, mais juste pour mettre les choses en contexte. Mes parents étaient séparés à Hmm. l'époque, ce qui fait que j'avais
accès à l'ordinateur un mercredi sur deux, enfin un week-end sur deux le mercredi, hein, donc on était quand même sur un usage un peu limité. Mais Et- autant te dire qu'on se ruait dessus dès qu'on avait l'occasion. Salut papa. Ça y est, Voilà, c'est c'est- un peu ça, ouais. Tout à fait. D'accord. Et tu en gardes un bon souvenir du coup, au-delà de la découverte? Est-ce que c'est un truc que tu as utilisé longtemps ou ça a vite été remplacé par, je sais pas, une NES ou un truc du genre? Non, non, non. Ah non, bah déjà ça a été l'unique accès aux jeux vidéo pendant des années et des années. Hmm. J'ai pas eu de console de jeu, en fait. Ma première console de jeu, elle va arriver bien plus tard, dans l'histoire. J'ai pas eu d'autres ordinateurs parce que, voilà, il y avait pas forcément les moyens Hmm. d'acheter les derniers ordinateurs, même si le Commodore 64 était vraiment un excellent ordinateur. Mais c'est vrai que quand j'ai vu les copains commencer à avoir, des Amstrad disquettes, lecteurs de disquettes et des choses comme ça, j'ai bon, il y a eu un peu de jalousie évidemment. Mais, non, non, le Commodore 64 a été le support où, je me suis aussi pris de passion pour la programmation, pour le basique. Donc, voilà, c'était, le multi-utilité. Enfin voilà, je programmais, je jouais, et vraiment ces 2 pans de mon utilisation de l'ordinateur. Mais c'est resté pendant très longtemps le seul accès domestique Hmm. aux jeux vidéo. T'avais les cours à l'école, t'as fait partie de cette génération aussi qui programmait Oui, sur MO5, TO7. TO 770, Ouais, MO5, oui, oui, bien sûr, d'accord. bien sûr. Est-ce que du coup, oula, pardon, t'étais le genre de gamin qui pensait à ça. Là, t'avais 13 ans, quelque chose comme ça, c'est ça? Ouais, quelque 12-13 chose dans ans? le genre, ouais, 12 13 ans, ouais. Est-ce que tu pensais à ça, tu rêvais de ça, tu programmais sur papier quand t'étais chez ta mère pour pouvoir faire des trucs quand t'arrivais chez ton père? Ou tu faisais d'autres choses aussi, t'avais d'autres activités, d'autres passions à cette époque? J'étais très intéressé par ça. Après, c'est dans ces eaux-là aussi où le jeu de rôle a débarqué, Ah. ce qui voilà, bon, Mais c'est marrant, tu sais, on est vraiment dans le schéma hyper classique ah bah, du geek de l'époque. On a tous fait ça, en fait. mmh? C'est différentes manières, différents niveaux, mais ouais, donc jeu de rôle, pardon. Ouais, 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 le jeu de rôle, le jeu de rôle était, c'était un accès à ces imaginaires-là, et au jeu, mais, de manière différente. Donjons et Dragons, Cthulhu, L'œil noir, et les peut-être, autres. non? Œil Noir, Ouais, bien sûr, Œil Noir, hein, made in France et tout. c'est ça. Et non, non, et pas mal, voilà, avec les copains comme ça, on s'en achetait, on se le faisait offrir, et cetera. On découvrait un peu des univers à chaque fois que l'un d'entre nous, pouvait faire maître du jeu sur un nouveau jeu. C'était vraiment à chaque fois une belle expérience. Et donc, mais je me suis vraiment pris de passion pour la prog, ouais. La programmation, ça a Hmm. été, vraiment où je me mettais à découvrir des choses, à essayer des choses, et ce genre de choses. Et puis aussi, à bien sûr, et je pense que ça va parler à beaucoup de gens de nos âges, les pages de jeux à coder sur Hebdogiciel et ce genre de choses où tu passais des heures et des heures à copier des lignes de code pour arriver à un jeu un peu tout pourri, mais qu'il fallait débugger après parce que forcément tu avais fait quelques petites erreurs, donc Ouais. il fallait trouver où étaient les erreurs. C'était vraiment sportif, mais c'était aussi formateur, enfin voilà. Hmm. Du coup, adolescence, tu dis qu'il n'y a pas d'autres machines domestiques pendant un bon moment, et donc on Ouais. arrive presque à la fin du lycée et l'université, donc le Alors au choix. lycée, pour aller très vite, au lycée, il y a quand même quelque chose, il y a la salle informatique. Hmm. Et en bon nerd de mon état, je deviens responsable du club informatique du lycée. Je te jure, une caricature. Mais ça, c'est aussi là où comment ça s'appelle, ce Cinemaware, Defender of the Crown, Hmm. qui est installé sur les ordis du lycée. Et donc ça, c'est vraiment un très grand souvenir aussi. Alors je continue à programmer parce que j'aimais beaucoup ça, mais du Defender of the Crown dans la salle informatique du lycée le midi, c'était aussi une belle expérience. Mais J'ai l'impression, dans tout ce que tu racontes, les différentes personnes auxquelles j'ai parlé au cours de ces nombreux épisodes portraits m'ont à un moment dit ah ouais, et là tu vois je vais bidouiller tel truc, là je fais la petite connerie dans la salle informatique, j'ai l'impression que
t'es, t'étais quand même assez sage. Il n'y avait pas les bêtises. J'étais désespérément sage. Ouais, d'accord. J'étais C'est. ultra sage. Je sais même pas si j'ai eu une crise d'adolescence. On en est là. Non, non, mais vraiment, hein, j'étais le gamin un peu. Enfin, j'étais une caricature. Enfin, aujourd'hui, a posteriori, quand c'est la figure du nerd Hmm. est traitée par les fictions, par les films, les séries et tout ça, mais j'étais là-dedans. Enfin, voilà, Hmm. j'étais le gamin un peu timide, rôliste, enfin, passionné par la programmation informatique, responsable du club informatique du lycée. Enfin, c'était un package et j'étais dedans et on connaissait en plus, on ne connaissait pas encore le mot geek, donc Ah oui. je savais pas qu'on était nombreux, en fait. C'est assez marrant parce que moi, j'étais au fin fond de ma Bretagne, Hmm. je savais parce que je jouais avec mon frère aux jeux de rôle et donc je savais qu'il y avait et puis mes copains proches aussi, on pouvait, mais on savait pas qu'on était nombreux, en fait. C'est vraiment un truc, moi, à l'époque, au fin fond de la Bretagne, des gens comme moi, mis à part, je te dis, mes copains proches ou quelques copains proches, on savait pas que c'était une tendance de fond aussi. On n'en avait aucune idée. Je parle souvent, moi, à Paris, de ce mouvement qui arrivait plus tard, hein, je pense dans début 90, on va dire, qui est très lié au Japon, aux animés, aux mangas. Mmh. Et c'est d'ailleurs une question que je voulais te poser. Est-ce qu'il y a cette composante aussi Japon dans ta jeunesse? J'ai l'impression moins, pas trop. Bah, Euh, il y a Club Dorothée, quoi, mais c'est ça. enfin, il y a, oui, les dessins animés qui passaient à la télé. Je sais que petit à petit, mais c'est plutôt après le lycée où on a commencé. Il y a des copains qui commençaient à avoir des cassettes de. Je me rappelle qu'on s'est fait des sessions où on regardait des VHS d'animés en japonais non sous-titrés. C'était absurde. On comprenait Ah bah, rien, ça mais il y aussi, on avait l'a une tous fait, hein. fascination. Je sais plus si c'était Gunem à l'époque ou non, Gunem c'est en manga. Je l'ai lu après, mais il y avait comme ça des trucs qu'on a regardés à base de robots géants et Hmm. de choses comme ça, où on captait rien, mais il y avait cette fascination pour l'image. Ouais, qui était effectivement tellement différente, ça a fait partie du truc. Mais Mm. la raison pour laquelle je te demande ça, c'est que à Paris, et la plupart des gens auxquels j'ai parlé, c'est des Parisiens jusqu'ici, bah, il y avait cette émulation euh, commune euh, qui a fait qu'on s'est trouvé et qu'on s'est senti Ouais. moins seul. J'imagine qu'en province, c'était un petit peu plus difficile, effectivement, comme tu le dis. Nous, alors évidemment, on ne savait pas qu'on était nombreux exactement comme toi, mais il y a eu un moment où ça a commencé à se développer dans l'ère post-Club Dorothée, où bah, on s'est retrouvés, enfin il y avait tous les trucs de Minitel, les groupes où on se retrouvait, les trucs Mm. de chat, etc. Et puis s'échangeait les cassettes, tout ça. Et donc, on s'est fait des petits groupes, des petites communautés qui, d'ailleurs, ont survécu jusqu'à maintenant et qui maintenant sont imposées parce que les geeks et les nerds ont gagné finalement la respectabilité ou presque dans la société. Ouais. Mais ouais, donc toi, il y avait un petit peu, peut-être pas ce sentiment d'isolation parce que tu savais même pas en fait. C'est juste que c'était ton truc et Non, il y non, avait non, pas d'autres personnes, pas beaucoup d'autres personnes comme toi. C'était pas un truc que tu voyais refléter dans la société. non. Hmm. Non, 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 et en même temps, j'étais pas malheureux, hein. Enfin voilà, Non, je bien le sûr. vivais, plutôt bien, mais c'est vrai que ça a été, je me souviens encore de ma découverte, mais c'était beaucoup plus tard. Même je crois que j'étais à Libé quand le mot a commencé à émerger, c'était 2000, 99-2000, où le mot geek Hmm. a commencé à se faire, à identifier cette mouvance-là. Et puis après, à être, voilà, bon, à être détourné, à être Hmm. commercialisé, à être marketé comme tu veux. Mais avant ça, il y avait pas Ouais. d'identifiant, entre guillemets. Mais T'en c'était pas plus gênant que ça. Mais t'en étais conscient de cette... Alors, on n'est pas en train de parler de trucs dramatiques, tu le mentionnes, mais évidemment, c'est pas quelque chose de traumatique, mais t'étais conscient de cette différence ou c'était juste, bon, bah, c'était comme ça, et puis tu l'avais pas forcément vu à ce moment-là. non, mais enfin, après, on est dans l'adolescence. Hmm. Tout le Enfin, je veux monde est dire, un dans peu... l'adolescence, ouais. c'est. Je pense pas. Je pense que chaque période a les enfants sportifs populaires et qui sont voilà, et puis des gens qui sont plus dans la marge.
c'est quelque chose de récurrent. Je pense que chaque époque a ses modèles de ce genre-là. Là, j'ai été dans la caricature, hein. Quand j'ai parlé de Bien sportif sûr. populaire, on dirait une série américaine. C'est Ouais. pas aussi simple que Ça ça, se passe pas évidemment. comme ça chez nous Et, généralement. mais voilà, je pense que chacun se construit dans l'adolescence à sa manière. Et je pense que c'est ce côté où on se sent un peu différent, ou tout ça. Enfin, moi, je sais même pas si je me sentais différent. Ouais. J'avais des copains avec qui je jouais à Donjons et Dragons, au Call of Cthulhu, quoi. Donc, Donc ça allait. voilà, T'avais et pas besoin finalement, d'autre j'avais le chose, quoi. minimum requis, tu vois. Hmm. C'était après Ouais. le reste, c'est pas si important. Du coup, lycée, effectivement, et je disais, c'est le moment du choix, ou Mm. le moment où on va choisir quelles études on va faire. Je crois savoir que c'était un petit peu lié. Euh, qu'est-ce que tu as choisi et est-ce que c'était facile de choisir à ce moment? Euh, Bah, disons que moi, j'ai eu enfin, après, en étant ultra rapide, moi, j'ai toujours été un élève moyen. J'ai jamais trop été en tête de classe et tout ça, sauf à la fin de mon parcours du lycée. Donc, il y a eu une sorte d'alignement d'étoiles. Enfin, d'alignement d'étoiles. Ça vient pas de nulle part. C'est bizarrement, mais je pense qu'à posteriori, il y a des liens. C'est quelques mois après la mort de mon père. Mon père meurt alors que je suis en première. Et quelques mois après, d'une manière, je pense liée, hein, sans aller dans la psychologie de comptoir, mais je deviens quasiment du jour au lendemain un des meilleurs élèves de la classe, en tout cas dans les matières scientifiques, maths, physique, informatique, j'étais déjà très très bon. Mais voilà, ce qui me permet de cartonner au bac sur les matières scientifiques, et d'être toujours aussi moyen sur les matières littéraires. Caricature encore, hein, voilà, on se change pas. Et donc d'avoir un peu le choix. Et puis j'ai le choix après le bac, soit alors je sais même plus comment ça s'appelle, ça a changé, mais bon, à l'époque c'était Ouais. maths sup, maths spé, pour devenir ingénieur, enfin faire les écoles d'ingénieur. Soit j'avais trouvé, en fait, il y avait des candidatures à des écoles avec prépa intégrée, qui était l'INSA. En fait, il y a quatre. À l'époque, il y en avait quatre, je crois qu'il y en a un peu plus maintenant. Donc, qui sont des écoles d'ingénieurs avec prépa intégrée. Et j'ai reçu le fascicule. Moi, j'étais pas forcément le plus motivé pour bosser. Et j'avais entendu beaucoup de choses sur les maths sup, maths spé, qui étaient un peu des usines où tu faisais que ça et tout ça. Et j'ai regardé le fascicule de l'INSA et ça parlait de week-end d'intégration où on faisait la fête, et de clubs de loisirs et de choses comme ça. Je me suis dit, bon, ouais, voilà, ça va le faire. Donc, je suis allé faire mes études à Rennes, pour le coup. D'accord, ok. Donc toujours pas à Paris. Je suis désolé de Non, faire cette toujours pas à Paris. distinction, mais c'est Non, vrai non. que certains éléments sont assez différents. Bon, j'imagine quand même que là, pour le coup, arrivé en école d'ingénieur, tu commences à trouver des gens avec qui tu as des atomes un petit peu, enfin, des atomes crochus plus nombreux, quoi. On vous met tous ou peut-être pas, non, je te vois faire la moue. Ouais, bon, après, je sais pas s'il y en a beaucoup qui ont fait des écoles, des écoles d'ingénieurs, mais on apprend l'alcoolisme aussi beaucoup. Euh, non, mais je veux dire, il y a le début de la liberté, entre Hmm. guillemets. On part de chez papa-maman, on est en internat, on est dans des résidences universitaires. Ah bah c'est la fête, oui. Ouais, c'est beaucoup la fête. Hmm. Et puis ça bosse un peu dans le cas présent. Donc le côté passionné par toujours les mêmes imaginaires, par le jeu vidéo et tout ça, c'était pas forcément quelque chose d'ultra majoritaire. Alors oui, Hmm. c'est un club de bons élèves. C'est un club de bons élèves parce qu'ils sont arrivés jusque-là, mais c'est pas forcément. Ça a rien à voir avec un temple à la culture geek et tout ça. Alors, pas Ouais. du tout. Bon, du bilan, du coup, pour rester dans ma caricature, au bout d'un an, je me retrouve responsable du club de jeux de rôle. Et poste que je ne quitterai pas jusqu'à la fin de mes études. Et puis j'arrive parce que en fait à la fin de ma deuxième année, je me spécialise en informatique. Alors il faut savoir que, petite parenthèse, j'en ferai pas trop pour pas, mais là on est en 92, Hmm. 93, et en fait c'est dans l'histoire de l'informatique. Il faut savoir qu'il y a une période qui va à peu près de 91 à 96, 97, où l'industrie, tout le monde
pensais que ça y est, c'était bon, on n'avait plus besoin d'informaticiens. Mais vraiment, hein, il y a une période comme ça qui est absolument hallucinante aujourd'hui rétrospectivement, où ils avaient fait toutes les applis qu'il fallait pour les banques en COBOL, dans tout ça. Il y avait plein de choses qui tournaient. Il y avait le Minitel, ça tournait bien. Il y avait tout ça. Donc c'est bon, il y a plus besoin. Donc du coup, C'est en fait, marrant, il y c'est avait pas comme ça que je l'ai vécu, moi, mais d'accord. ah, mais nous, on était. Moi, je sais que dans ma promo, ils cherchent. Enfin, en fait, à la fin de la période école prépa intégrée, Hmm. on doit choisir notre branche. Et nous, il y avait 4 branches. Il y avait électronique, génie mécanique. Non, pas mécanique. Enfin, bon, bref, il y avait génie civil. Il y avait plein. Il y avait quelques. Et informatique. Et on était quasiment personne ne choisissait informatique. Et quand je suis sorti d'école en 95, bah, en fait, il n'y avait pas de boulot en informatique. Voilà. Mais bref, c'était une Non, parenthèse. non, mais Mais donc c'est du coup, moi, intéressant. quand je suis arrivé, mais c'est pour revenir sur le jeu vidéo. En fait, moi, à ce moment-là, j'arrive à escroquer ma mère en lui disant, bon, maintenant que j'arrive en cursus informatique, il faut vraiment que je m'achète un PC. Bon, en même temps, c'est Alors que vrai. pas du tout. Bah, Non, pas du tout. On avait une salle faut que tu sois informatique ouverte familier avec 24 le heures sur truc. 24 D'accord. avec des stations Unix, accès à des stations Unix connectées et tout ça 24 heures sur 24. On n'avait pas du tout besoin de PC dans la piole. J'en ai eu un, j'ai passé ma vie à jouer et le reste de ma scolarité devant mon PC à jouer à LucasArts et Civilization et SimCity. Voilà. Donc, J'ai plusieurs questions qui me viennent. oui. D'abord, donc là, on arrive à 22, 23 ans, à peu Mm. près. Tu m'as pas parlé de médias, à part Hebdogiciel, tu m'as pas parlé de médias jeux vidéo. Est-ce Mm. que c'est quelque chose qui ne peuplait pas ton quotidien ou J'étais plus Cassius Belli Ouais, d'accord, c'est vraiment jeu de que rôle, Tilt. hein, plus Ouais, que jeu. Et même j'étais vraiment. dans les jeux vidéo que tu mentionnes, que ce soit les LucasArts ou les autres, on a une composante plus, bon, jeu de rôle pour le dire rapidement, qu'action. Euh, même là-dedans, c'est vers ça que tu gravites. Oui, après, je jouais à tout, hein. Là, Hmm. pour le coup, j'avais mon voisin de résidence qui avait aussi un PC. On s'échangeait les plans, on se récupérait on achetait très rarement des jeux, hein, faut bien dire les choses comme elles sont. Et donc, on se récupérait des versions et ça pouvait être du Mortal Kombat, Hmm. ça pouvait être du TIE Fighter versus X-Wing ou X-Wing versus TIE Fighter. Ça pouvait être. Il y avait plein de choses. On jouait vraiment à tout, Alone in the Dark et ce genre de choses. Mais non, non, il y avait. Mais alors, au niveau de la presse jeux vidéo, j'en achetais, ça m'arrivait. Mais c'était pas, voilà, je sais que j'étais beaucoup plus lecture de magazines des imaginaires liés aux jeux de rôle et Ouais, ce genre de choses. Ouais. Mm. d'accord. Et tu nous parles pas non plus de console. Non, C'est quelque chose qui n'était pas dans ton environnement jusque-là? non. Déjà, en résidence universitaire, on avait très Il peu n'y de avait pas de télé, télé. donc il y avait des ordis et puis il y avait peu de télé. Et moi, j'avais pas de console à la maison. Ma première console, elle vient plus tard. C'est mon premier salaire, c'est PlayStation. Hmm, d'accord. Donc voilà, qui est ma première console pour le coup. C'est rare quand même, effectivement, d'avoir un passionné de jeux vidéo qui est passé à travers les gouttes des consoles. Bon, après, il y a une question de moyens aussi, évidemment, Mm. j'imagine. Mais c'est effectivement assez rare, c'est intéressant. Donc, université, la fête, l'alcoolisme. euh, tu réussis quand même à sortir de l'école. Ouais, vaguement. Ouais, oui, non, non, je finis, je finis avec mon diplôme. J'étais très très fort en informatique quand je suis rentré dans cette spécialité. Après, j'ai un peu arrêté de bosser, mais j'étais sur un bon tremplin. Je me suis débrouillé pour arriver sain et sauf jusqu'à mon diplôme. Ouais. C'est 96 du coup le diplôme? 95. 97? 95, d'accord. Mm. Il n'y a pas eu d'internet non plus. Internet arrive. Moi, j'ai un souvenir très très précis. Internet, enfin, on commençait à avoir accès à des trucs liés à Internet fin 94.
Mais moi, le vrai truc, c'était mon stage de fin d'études que j'avais fait dans un labo de recherche en informatique qui était à côté de mon école. J'étais pas allé très bien loin. Ça s'appelle toujours l'IRISA d'ailleurs. C'était assez intéressant. Enfin, j'ai fait mon stage de fin d'études sur un robot, un bras articulé avec une caméra au bout et tout, où on devait calculer le vecteur vitesse de points qui bougeaient. C'était assez intéressant. Mais dans ce labo-là, bah, c'est Mosaic qui arrive. Hmm. Et ça, c'est ouf. Ouais. Mosaic, c'est ouf. C'est le web, le web. Je découvre le web, bah, c'est ça, je découvre le web en mai-juin 95, qui doit pas D'accord. être loin de l'arrivée de Mosaic, ça doit être quelques mois avant. 92, 93, je crois, Mosaïque. Mosaic? Ouais. Je suis pas sûr, hein. Hein? Je crois Pas qu'on est ça. vraiment, Écoute, je crois qu'on est parce que vraiment, moi, sur, j'étais encore à l'IUT, et du coup, c'était... Ah, peut-être 93, mais... Attends, on va faire une recherche rapide, parce que c'est vas-y, important quand même. vas-y. Wikipédia Mosaïque. Le navigateur de... non, mais c'est pas les mosaïques que je veux. Littérature, musique, sciences, software. Mosaïque, web browser. Mosaïque 93. 23 janvier 93. Ouais, Donc, effectivement. Final Release, c'est 97, mais la première, c'est 93, et ça a commencé à se diffuser à ce ouais, moment-là. mais voilà, nous, et D'accord. donc moi, c'est découverte de Usenet, d'IRC, Hmm. à cette époque-là, Et donc, tu vraiment, t'es enfin, précipité sur mmh. euh, les, les, les newsgroups de jeux de rôle pour aller découvrir. Ouais, Même pas. oui, 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 bien sûr. Bon, après, on était déjà, moi, c'était mon époque carte à collectionner aussi, M- avec Magic, Vampire the tu veux dire? Masquerade, Magic, D'accord, ouais. évidemment. Hmm. Donc là, il y avait pas mal de forums et de choses comme ça. C'est là où je fais mes premiers voyages à Paris, où je me Ah. retrouve devant l'œuf cube à échanger des cartes. Oh, l'œuf cube! Oh là là! Alors là, Bah tu vois, là oui, aussi, hein, oui. c'est vraiment l'autre pendant de la vie de geek parisien de l'époque. T'avais Mm, Tonkam pour les trucs japonais ouais, et l'œuf cube ouais, pour les trucs de rôliste. Et l'œuf ouais. cube, bah pareil. Enfin, ça se trouve, on s'est croisés devant l'œuf cube. Ça se trouve, C'est ça se trouve. complètement, c'était le centre de la Ouais. vie de rôliste, quoi. Et Mm, les mm. dés, tu te dis, oh, regarde ces dés, ils sont incroyables. Et les figurines, et bien sûr, les derniers. Bon. Mais oui, mais oui. D'accord, du coup, tu finis tes études. Là, il faut trouver un boulot. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Bah, comme je te le dis, je sors en 95 avec mon diplôme et bah, c'est un petit peu, l'informatique recrute pas des masses. Hmm. Ça va changer, hein, très, très vite. En 1 an, 2 ans, les informaticiens, vont devenir les maîtres du monde, mais à cette époque-là précisément, c'est pas la joie. Et alors je me souviens, pour la petite histoire, c'est un truc que je me souviens, enfin, que j'ai un peu enfoui et tout ça, mais mon premier poste sérieux où je candidate, c'est, un poste de journaliste à 01 informatique. J'avais auc Journaliste? Ouais, Pourquoi en fait, journaliste? ils Ouais. recrutaient des gens, sortis d'école d'ingénieur. C'était, Ah, bac d'accord, plus ok. 5 informatique, et donc je passe plein d'entretiens. Je me rappelle que je fais des papiers où je vais voir des boîtes informatiques dans la région de Rennes. Je crois que le sujet, c'était, est-ce que vous choisissez Unix ou Windows NT? Hmm. Et donc, j'avais été faire mes premiers reportages, mais sans savoir ce que c'était, parce que j'avais vraiment zéro formation. Si j'avais écrit un petit peu dans mon journal d'école, mais c'était tout, Ouais. c'était mon seul lien avec l'informatique, avec le Avec le journalisme, journalisme. ou avec même l'écriture, hein. Je partais pas avec un bagage très impressionnant en point de vue littéraire et écriture. Mais voilà, le poste me parlait, c'était assez rigolo. Et donc, j'avais passé, je crois, 3 entretiens et j'avais perdu en finale. On n'était Hmm. plus que deux, ils avaient pris l'autre. Et Tu sais qui c'est? Qu'on puisse s'il existe, s'il est pas encore du tout, journaliste? Non, d'accord. aucune idée. Bah, si quelqu'un a été recruté fin 95 à 01 informatique, bah, c'était peut-être l'autre, hein. Et puis après, bah, voilà, je me mets à candidater, à des boulots, plus, donc c'est là où par manque de aucune envie forcément d'arriver sur Paris. J'avais pas Hmm. d'attirance particulière. Au début, je cherchais autour de Rennes, mais il y a eu ces premiers entretiens dans la région parisienne avec 01 informatique et du coup, j'ai commencé à candidater et là, j'ai trouvé un
poste passionnant dans les assurances avec du calcul d'actuariat pour l'assurance vie à AGF. Voilà, D'accord. c'était la déprime totale. Alors, c'est un boulot qui peut passionner des gens, hein. Ouais. Je ne fais pas du tout d'échelle dans l'intérêt des boulots, mais alors moi, en plus, c'était quatrième étage d'une tour à la Défense. Hmm. Je rentrais dans un quotidien qui était, un peu bizarre. C'est-à-dire que, je me retrouve dans un petit appartement, mais qui était très, très cool. Alors en plus, l'appart était très cool, dans le Marais à Paris et tous les jours, je prends le La RER ligne. pour arriver à la Défense, dans la tour à la Défense, je badge, je prends mes pauses le midi et cetera. C'était un peu étrange, mais ça a été quand même un moment hyper important pour plein d'autres choses. D'une part, parce qu'il y avait la tête dans les nuages des quatre temps à Bah la oui. Défense. Hmm. Et ça, toutes les pauses de midi. Toutes les pauses de midi. Là, je platine Time Crisis Mhm. en un crédit. Voilà, là, maintenant, tous les pauses de midi, j'avais plus qu'un crédit à mettre, j'arrivais au bout et tout, c'était trop cool. Je dépense beaucoup trop d'argent dans Sega Rally auquel je suis encore désespérément nul, mais c'était trop cool aussi. Et donc ça, et puis l'autre truc qui va jouer aussi quand même pas mal pour la suite, c'est que d'une manière totalement incompréhensible, je bossais à AGF SI, donc c'était les systèmes d'information de AGF, qui était une assurance à l'époque très importante en France, qui a été après rachetée par Allianz et ce genre de choses. Mais à l'époque, c'était quand même une grosse assurance. Et le directeur des informaticiens d'AGF, en fait, voulait que tous ses salariés aient accès à Internet. Hmm. D'une manière, ça nous servait à rien. Enfin, si, moi, ça me servait beaucoup parce que Usenet à donf, le HTML, comment on fait des sites, etc. Et en Non, mais fait, c'est j'ai hyper pas important quand taffé. même pour que quand tu es dans ce métier, que tu comprennes ce qui se passe dans ce domaine, quoi. Même si ça n'a pas une application directe dans ton boulot à toi, il voulait Ah, que mais moi, c'est... c'était capital pour la suite. Mais en termes de productivité, ça a été une catastrophe. Je pense que c'était horrible. Ce boulot, je suis encore désolé pour mon chef qui m'a recruté à l'époque, que j'adorais, qui était un mec super gentil et tout ça, mais plus mauvais recrutement ever. J'étais un mauvais salarié. Enfin, autant te dire que j'en avais pas grand-chose à faire d'AGF. Hmm. C'était, moi, je me suis trouvé des passions. Et le mec, il m'en voulait à peine, en fait. Il disait, bon, mauvais recrutement, le mec va pas rester longtemps et tout ça. Je me rappelle d'une discussion sur les entretiens de fin d'année où toute l'équipe était augmentée, hein, forcément, pas moi. Le mec, il a dit, bon, je t'ai pas mis d'augmentation. Je fais, ouais, non, mais je comprends, t'inquiète. Donc, euh, D'accord. donc voilà. Donc tu restes peut-être pas les Bah 10 prochaines années chez après, c'est AGF. bulle Internet, hein. Après, Ouais, c'est le début d'Internet. Et après, je trouve une SS2I web voilà. Ouais. au tout Hmm. début et j'apprends. Enfin voilà, et là, ça devient un peu plus sérieux. Ok, du coup, SS2I, comment t'arrives chez Libé? Ah bah là, ça va être vite vu. 2 ans d'SS2I qui où je me comment dire, je me réconcilie avec l'informatique parce que autant te dire qu'aux AGF, j'étais un peu fâché et tout parce que vraiment le boulot me plaisait pas du tout. T'avais pas Là, d'autre je me contact refais. avec le jeu vidéo que la tête dans les nuages pour les pauses de midi? Et la Fnac, où j'allais acheter mes jeux, D'accord, t'avais quand là, je même me un PC à rappelle, la maison et ouais, tu... j'ai un D'accord. PC, j'ai une PlayStation, Ah oui, tu l'as j'ai dit, oui. mes premiers salaires. Donc là, pour le Hmm. coup, là, pour le coup, j'ai un contact. Je me rappelle avoir fait le pied de grue tous les jours à la Fnac pour la sortie d'Heroes of Might and Magic 2, où j'avais vu les dates de sortie, j'attendais qu'ils sortent et tout ça. Et donc, j'y allais tous les jours. Je demandais aux vendeurs tous les jours s'ils l'avaient reçu. Non, non, pas. À ce moment, je suis un joueur, mais je suis vraiment un joueur lambda. Je suis même Hmm. pas ultra passionné en fait. J'aime Ouais, bien. j'ai... C'est l'impression que j'ai et je suis en train de chercher, on y viendra peut-être, mais je suis en train de chercher ce qui a pu t'amener à Ah, t'investir comme ça au sein de l'IB et à transformer, alors je déflore un petit peu la suite, mais à transformer ce que tu faisais, à prendre faire des pas de côté, quoi. Et j'ai l'impression que je le décèle pas vraiment dans tout ce non, qui est venu jusqu'ici. non. T'étais pas un passionné de jeux vidéo, quoi. Ah oui, non, j'ai une très mauvaise origin story de gamer. Je je suis désolé.
Mais Non, bah, j'étais joueur, si tu veux. J'ai acheté, la PlayStation, pour jouer à je sais plus trop pourquoi. J'ai revendu pour acheter une Saturn pour jouer à Virtua Fighter parce que j'aimais trop Virtua quelle Fighter, erreur. que j'ai re-revendu pour re-racheter une PlayStation pour jouer à Tomb Raider et Ah, FF8. bah voilà, d'accord, oui, Voilà effectivement. Ouais. mais voilà, j'étais un joueur. C'était mais pas Comme un tous les gens de cette génération, finalement. voilà. Mmh. C'était pas ta passion, c'était pas ta vie. D'accord. Non, non, Est-ce que non, non. t'écoutais de la musique? Quel type de musique t'écoutais? Question très À spécifique. l'époque, j'étais, très, comment dire? Pop indé française D'accord. et rock, je sais pas comment le qualifier, mais, les, Nirvana, Ah oui, le enfin, grunge, d'accord, un truc un ouais, peu le moderne, quoi. grunge, T'étais un pas un peu, métalleux, enfin quoi. C'était pas du hard non, pas rock, du c'était tout. pas Ah AC/DC, non, non, machin, d'accord, non, ok. Donc non, t'étais non. pas... d'accord, très bien. Parce que j'ai cette image dont je parle de temps en temps quand on repasse en revue toute cette période. Et moi, j'ai cette image des gens de l'époque qui étaient immergés vraiment dans l'informatique et dans le jeu vidéo, les gens Tilt, les gens de ce genre Mmh. de publications, euh, qui étaient d'une génération juste 5-10 ans de plus, et qui étaient l'une des caractéristiques par lesquelles on peut les reconnaître, c'est leurs goûts musicaux qui étaient très métal, et qui n'ont Ouais, pas du tout fait la transition aux jeux vidéo japonais. Ils n'ont pas compris, en ouais. fait. Mmh. Et je me demandais s'il n'y avait pas un petit peu de ça dans ton parcours. En fait, non, 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 pas du tout, d'accord. non, non. Ok. Non, en fait, ce qui caractérise, finalement le plus, ma pratique du jeu vidéo, jusqu'au début des années 2000, c'est l'absence de Nintendo. Hmm. Vraiment. C'est, peut-être la caractéristique, c'était très PC et ensuite PlayStation. Mais, vraiment j'ai fait beaucoup de rattrapage de Nintendo, plus tard, Après. mais pas, Mais du coup, on a toute une préparation là pendant maintenant quasiment 20 ans. Et je suis très curieux de savoir ce qui va se passer si je faisais des coupures pub. C'est à ce moment que je mettrai ouais, la vas-y. coupure pub, Ouais, parce qu'il y a un gros cliffhanger qui s'amène. Mais donc, SS2I, euh, la bulle Internet, les ouais. sociétés d'informatique distribuent des salaires mirobolants à des jeunes qui savent, tu vois, là, tout à coup, j'imagine bien ton compte en banque gonflé au point que tu puisses te payer toutes les consoles que tu veux. Non, peut-être pas. Mais Mais pas vraiment parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est je te fais en rapide, 97, je quitte, AGF, je vais dans cette SS2I Web. Je suis un des premiers, finalement, historiquement, un des premiers ingénieurs informatiques spécialisés sur le web parce qu'il y avait mhm, très peu de boîtes de services, purement web bah à oui, à l'époque. Du coup, arrive, 99, et là, on y vient. 99, explosion bulle internet, les premières startups, les trucs comme ça. Je te passe parce que c'est une période où en plus je monte un des premiers webzines. Ouais, c'est quand même un petit peu important. Ah, on y va. Je monte avec des copains un des premiers webzines, ouais, parce que c'est à l'époque. Alors il faudrait que ça va peut-être parler à des gens, mais il y avait le manifeste du web indépendant, il y avait le Scarabée, il y avait les Chroniques du Menteur, et moi j'avais monté un truc qui s'appelait l'Ornito, qui était le, le sous-titre, c'était quoi? Webzine, je sais plus, c'était un truc, politiquement décalé vers la gauche. Enfin bon, c'était un truc de gauchiste, ce qui va me rester un petit peu par la suite. Mais, J'ai l'impression. Ouais. et donc, je fais un truc mensuel avec plein de potes, on fait des reportages et tout ça. Je découvre vraiment le journalisme là-dedans. Bref, j'arrive à Libé, juste à un moment où moi je veux quitter parce qu'il y a plein de boulots qui s'offrent partout. Je candidate chez des startups, des choses comme ça. Et finalement, il y a cette annonce à Libé. Et en fait, la première chose qui me fait regarder l'annonce, c'est que Libé est tout près de chez moi. Et moi, je bossais à Boulogne-Billancourt. J'en avais marre de faire 1 heure de Hmm. métro. Et Libé était tout près de chez moi. Et donc, voilà, j'avais pas forcément d'atome crochu avec le journal, sauf l'édition du vendredi, que j'achetais religieusement parce qu'il y avait le cahier multimédia. Et le Hmm. cahier multimédia de Libé, à l'époque, c'était les seuls, je pense, journalistes de presse généraliste qui avaient compris la révolution numérique. Bon, ils utilisaient encore le mot multimédia, mais c'est pas grave, à l'époque, on Ah bah avait à le droit. l'époque, c'était ce qu'on disait. Euh, Hein. ben voilà.
Et donc, bref, je passe des entretiens et je suis pris à Libé en tant que premier informaticien web. Il n'y avait pas d'informaticien Hmm. web à l'époque. Et donc voilà, premier informaticien web, je devais tout mettre en place, les bases de Donc données, le site web, etc. oui, c'est ça, pour développer la présence Internet du journal. Ouais, ouais. D'accord. Juste Et un petit point sur, tu dis multimédia, il disait multimédia. Il faut bien comprendre que avant de devenir un terme un petit peu caricatural hmm, et galvaudé, multimédia, ça veut dire quelque chose. On bien est sûr. dans un moment où les systèmes informatiques commencent à devenir suffisamment puissants pour gérer plusieurs types de médias, Hmm, c'est-à-dire d'avoir véritablement des images, des photos, du son, de la vidéo. Avant, ouais. c'était essentiellement du texte, bon, sauf dans les jeux vidéo, dans certains trucs, mais donc ça a un sens. Donc dire Oui, et puis il y parler de avait les multimédia à ce CD-ROM, moment, il y voilà, avait. non, c'est Ouais, ça. Le ouais. CD-ROM qui, en termes de stockage, permet de stocker Hmm, des images. Encarta hmm. qui avait des centaines d'images, Des c'était fou. musiques, des choses. Quelques Non, vidéos. c'était. Ouais, ouais, ouais. Donc, c'est ça, en fait, qui devient, qui est un petit peu enfin, pas vraiment le twist, mais qui est surprenant dans ta carrière, c'est que l'IB, t'y entres pas du tout en tant que journaliste, t'y entres encore en tant qu'informaticien. Euh, Ouais, et avec cette question qui, moi, m'est restée évidemment à l'entretien d'embauche, parce que mon recruteur, qui était le responsable du site web à l'époque, avait bien vu. Moi, en fait, j'avais fait tout le système informatique de mon webzine, que j'avais fait une base de données, j'avais tout hmm, reprogrammé en PHP, j'avais fait vraiment un truc assez solide à l'époque, et forcément, il savait que je faisais ça, parce que je le cachais pas et tout ça. Et il m'avait dit, si tu rentres à l'IB, sache un truc, tu n'écriras jamais. hmm. Parce qu'il avait une seule trouille. Évidemment, il voit un mec, un informaticien qui a son propre webzine, qui fait des éditos et des choses comme ça. Et bon, il se dit, il va rentrer à l'IB pour devenir journaliste. Lui, il voulait Ouais. pas recruter un futur journaliste, il voulait Oui, lui, il recruter un recrute quelqu'un, informaticien. il se Et moi, dit, je lui ai j'ai dit de besoin la de manière la quelqu'un plus. pour gérer le site. Et là, tu lui as dit, non, mais t'inquiète pas, moi, je viens parce que c'est pas loin de chez moi, tu vois, j'en ai marre d'aller à Boulogne, c'est ma motivation. Donc, il a Non, dit, mais ok, en pas de plus, problème. je lui ai répondu sincèrement, moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai Hmm, mon support qui s'appelle l'Ornito, dans lequel j'écris. Je considérais à l'époque que l'IB était pas assez à gauche. C'était vraiment pour moi, il y avait un côté, C'était un boulot mis à alimentaire, part. presque. Bah, en fait, j'étais un peu fasciné et c'était plus que ça Hmm, parce qu'à l'époque, il y avait David Dufresne qui était à Libé encore, il y avait Florent Latrive, il y avait toute cette génération de journalistes qui ont compris internet, qui étaient les premiers à avoir compris internet. Il y avait une qualité, en tout cas dans tout ce qui était, traitement du numérique, Laurent Mauriac, Annie Grivoire, enfin, des noms comme ça sont super importants, dans l'histoire du journalisme numérique. Et donc, ouais, il y avait quand même. Je savais que j'étais dans un lieu où intellectuellement, ça va aller me sortir du milieu des informaticiens classiques, même si j'ai des potes informaticiens, et c'est cool, hein, mais disons que ça allait m'ouvrir quelque chose dont j'avais aussi besoin, en fait. hmm. C'est quelque chose que tu recherchais, à élargir un petit peu ton environnement. Ouais, ouais, et puis il y avait un côté fun à atterrir à Libé. Ouais, Enfin, tu vois, c'était d'accord. un côté imprévisible, et c'est aussi ce qui est aussi important pour le reste, c'est le côté du changement, un peu le côté un Hmm. peu de mettre les pieds dans un univers que je connais pas du tout. Et puis voilà, et Donc juste pour. c'était pas Hmm. juste pour ne plus aller jusqu'à Boulogne. Il y avait, tu t'es dit bon, l'AGF ça va, la SS2I ok Hmm. c'est bien, mais c'est pas ma passion. Là j'ai envie de changer quelque chose quoi. Il y avait une volonté ouais c'est ça, de changer Oui, et puis dans ton j'arrivais dans un parcours. environnement qui me plaisait, en fait, Hmm. qui m'enthousiasmait. Et en fait, juste pour être clair, à l'époque où je sors de ma SS2I, j'ai aussi passé d'autres entretiens, même qui étaient des startups qui étaient à République. Il y avait une pépinière de startups qui s'appelait République Allais à l'époque, pour Hmm. faire voilà. Et j'avais passé des entretiens avec des salaires 1,5, 2 fois plus élevés, mais j'ai Hmm. voulu aller à l'IB, qui payait un peu moins, mais parce que c'était rigolo, quoi. Enfin, il y avait un truc un peu où le boulot, le quotidien allait être un peu plus remuant que dans une autre Hmm. structure, quoi. Donc tout à construire à Libé avec votre petite équipe, ça se passe bien j'imagine. Ah, mais t'as vu, il y a toujours pas de jeux vidéo. Qu'est-ce qui se passe? Mais ouais, c'est donc entre là on est en quoi 2099.
Ouais, c'est décembre ça? 99. Ouais. Donc, entre 99 et 2007, il y a eu des changements suffisamment importants pour que tu te lances dans le podcast de jeux vidéo consacré aux jeux vidéo. Ouais. Cette période de 7 ans, on va dire, qu'est-ce qui s'est passé? On va aller en fast forward, hein, évidemment. Le premier truc, c'est là où c'est important, cette histoire de webzine et de choses comme ça, parce que c'est un passage, c'est un peu anecdotique, mais c'est là où je commence le jeu vidéo. Ça se passe en 2001. En 2001, mon webzine, qui a connu son heure de gloire quand même, parce que bon, il n'y avait pas beaucoup de sites web sur l'internet français, et donc on faisait plein de choses et tout, c'était cool. Mais 2001, bon voilà, c'est un truc amateur, c'est un truc bénévole, c'est un truc qui prend énormément de temps, et donc bon, c'est pas mort encore, mais ça vivote. Et il y a des gens issus de mon webzine qui sont partis sur un autre projet et qui ont fait un truc, ils ont lancé un truc tout aussi bénévole, amateur et tout ça, mais qui était une newsletter pédago à destination des 8-12 ans. C'était un truc hyper original. Il y avait un dessinateur et quelqu'un qui écrivait les textes, et c'était super. Et les mecs se font interviewer. Je raconte ça aussi. Il n'y a toujours pas de Attends, vidéo. tu, Où tu est-ce qu'il coupes veut un en petit venir? peu. Tu coupes un petit peu, pardon. On a la connexion qui crachote un tout petit peu. Je vais, Oui, je vais mettre pause et on revient. Ouais, je sais pas ce qui se passe. La connexion est un petit peu tout à coup de moi, bien moins bonne qualité. c'est mon lien vers Discord, hein, qui a l'air un peu. Mais mon internet va bien, mais c'est D'accord. mon serveur Ah oui, Discord. tout à coup, effectivement, le serveur Discord a l'air d'être un petit peu en mauvais état. Alors attends, on va attendre un tout petit peu, voir si ça... Alors, il y a une fois, Corentin, il s'est rendu compte qu'on était sur un serveur au Japon. Ouais, alors attends, je vais changer le serveur, on va voir si ça va aider. Rotterdam, ben c'est le seul. Ok, Rotterdam. Tac, est-ce que ça aide? Ça n'a pas l'air. Ah Ah, si, voilà. moi, c'est Ben revenu voilà, en vert. c'est revenu en vert. Eh C'est ben revenu en vert. on n'est plus au Japon. Ok, je recommence, 3, 2. Ah ben voilà, on a sélectionné à la main le serveur européen de Discord et ça a l'air de beaucoup mieux marcher. Ça se trouve, on passait par le Japon. Oui, donc, le Donc, projet de juste pour. newsletter 8-12 ans de Bref, tes ils sont collègues. interviewés par quelqu'un à Libé. Mmh, Et donc, en fait, à la fin de l'interview, je te raconte ça parce que c'est tellement un point de bascule, hein. C'est idiot, mais à la fin de l'interview, je vais voir mes potes, je leur dis au revoir, ils se barrent et tout ça, et je vais voir la journaliste que je connaissais à peine, Emmanuel, qui avait interviewé mes potes. Ça s'est bien passé et tout ça, mais vraiment la discussion de collègues, quoi. Et en face de son bureau, il y avait le bureau de Bruno Hischer. Donc, lui était co-responsable, il était chef de service adjoint des pages Tentation du week-end. Et puis, ça discute vraiment la discussion de collègues. Moi, ça faisait 2 ans que j'étais là, donc je commençais à connaître un ouais. petit peu les gens. Et à un moment, Bruno me demande: «T'aimes bien les jeux vidéo, toi?» Je te jure, hein, pas d'intro, hein, rien, hein. Et en fait, moi, j'étais assez content parce que je pensais que j'avais déjà un pote qui s'appelle toujours, hein, mais Rémi Fier, qui me filait un peu des exemplaires presse de temps en temps. Parce que lui, il jouait pas, il recevait des jeux, donc j'étais content. Et donc lui, je pense que bah, c'est la même chose. Il va me filer un jeu Ouais. qu'il a reçu en envoi presse et cool, un jeu gratos, quoi. Moi, je dis jamais non, quoi. Et là, il me dit, bah, je dis ouais, vraiment. Et je pense que dans son esprit, c'était le côté un peu caricatural aussi. L'informaticien, il Ouais. doit jouer, voilà. Et je dis bah ouais. Et puis il me dit, mais ça te dit Mmh. d'écrire sur le jeu vidéo. Et, et là, je dis ouais, pourquoi pas, avec zéro idée de dans quoi je m'embarque. Voilà, moi, mes expériences d'écriture, c'est écrire des éditos énervés contre le capitalisme et ce genre de choses, faire des entretiens avec des militants et des. Enfin voilà, c'était un truc. Le jeu vidéo, j'aime bien jouer, quoi, mais c'est tout, quoi. Et en fait, bah, ça commence quelques semaines après, Mais attends, il a dit quoi printemps 2001. ton manager, ton responsable du service informatique qui t'avait dit tu vas jamais écrire, tu Il était restes. parti déjà, il était Ah, parti de ouf, Libé, en d'accord, fait. ok, Donc, très bien. et,
Et en plus, en fait, moi, je continue à ce moment-là à être informaticien. Je fais ça sur mon Ouais. temps libre, en fait. J'écris des articles sur mon temps libre. Donc, il Et n'y a pas je eu la fais... scène en haut de la falaise. Erwan, tu m'as trahi. Je pensais que tu. D'accord. Non, non, non. Donc, tu te mets à Et écrire. premier papier sur Cossacks. Après, il y avait du Max Payne. Après, il y avait du Black and White. Voilà. Et en fait, c'était des papiers de 400 signes. Autant te Hmm. dire rien Ah, du mais tout. ouais, tu dis rien. Non, 400 Je dis rien, signes. mais c'était écrit en très gros. Mais il y avait quand même une présence Pour, jeux vidéo toutes les semaines dans l'eBay, quoi. pour donner une idée, évidemment, les gens le savent, mais un tweet, c'est genre les 2 tiers de 400 signes. Donc, Ouais, oui, tu dis pas grand-chose, effectivement. voilà. Mais ça te met Donc le je pied à vais l'étrier, ça te... 400, 500, 600, Ouais, ouais, mais dans ces eaux-là. d'accord. Ouais, donc ça te met le pied à l'étrier. Est-ce que c'est là que tu commences à plus t'intéresser Ouais. aux médias? C'est à ce moment. Ah ben là l'été, rentrée, enfin même du jour au lendemain, ça a été vraiment une découverte. Très vite, je me suis rendu compte qu'il y avait un truc que je découvre pratiquement, c'est qu'il y a des gens qui font des jeux vidéo. Hmm. Et vraiment, je découvre, mais quelques semaines après avoir commencé à écrire, voire même avant d'avoir commencé à écrire, parce que du coup, je me mets à stresser. Hein. Moi, j'écris dans l'IB, tu vois. Enfin, du jour au lendemain, il y a un truc un peu improbable. Ah, mais Tu écris dans complètement, l'IB, c'est vraiment c'est tu dis improbable, c'est exactement ça, quoi. Tout à ouais. coup, ouais. Et donc, je me rappelle, j'avais passé des déjeuners avec Annie Grivoire à l'époque, qui était journaliste, pour parler. Elle m'explique ce que c'est un angle. Elle m'explique, bah, de toute façon, quand tu as 500 signes, tu n'as pas le choix, tu dois faire un angle. Hmm. Donc, par exemple, quand je parle de Cossacks, je fais un truc sur les unités qui disparaissent après être mortes, parce que Cossacks était connu pour avoir un nombre d'unités à l'écran absolument monumental. Donc, voilà, je fais un petit truc sur ces unités qui disparaissent parce que ça les encombre l'écran. Bref. Donc, c'est vachement intéressant. Et là, vraiment, dans ces premières semaines, le truc qui, moi, me fascine, c'est il y a des gens qui font ça, quoi. Il y Hmm. a des gens qui font les jeux. C'est idiot comme ça, mais je me dis, comment est-ce qu'on fait des jeux? Comment est-ce qu'on fait des jeux? Et je découvre Gamasutra à l'époque. Vraiment Le ma site, bible. ouais. Hmm. Les post-mortem où des gens ils racontent le développement du jeu, ce qui s'est bien passé, ce qui s'est mal passé, etc. Enfin, vraiment, une sorte de fascination pour le sujet. Et même, donc j'arrive sur mes jours de vacances, évidemment, mais j'arrive à négocier une accrède pour le CTS 2001 qui a lieu fin août, début septembre à Londres, et à aller même à la GDC Europe qui se passe en introduction de l'ECTS, qui était un peu l'E3 européen à l'époque, Hmm. bien avant la Gamescom. Euh, et vraiment, je me prends de passion pour le sujet à ce moment-là. Donc Et c'est à ce là, moment que ça se débloque, ouais, avec cet angle, je vais pas dire académique, mais enfin vraiment, tu découvres la richesse du milieu par cet aspect de l'intérieur, du fonctionnement, de ouais, comment ça se fait, de comment ça se ouais, passe. ouais. D'accord. Et oui, et puis après, il y a un truc complètement démesuré. Du jour au lendemain, en 2001, tu étais journaliste libé jeux vidéo, tu reçois. Enfin, du jour au lendemain, tu reçois tous les jeux gratos, quoi. Hmm. Enfin, le, le twist est. Et en même temps, tu les reçois gratos et en même temps, tu vas y jouer pour le travail. Ouais. Et c'est un truc assez fou, mais je me passionne vraiment pour presque pour la théorie en fait, Hmm. pour comment est-ce qu'on fait des jeux, c'est quoi la grammaire du jeu vidéo, c'est quoi le game design, c'est quoi j'achète des bouquins, j'achète des bouquins sur l'histoire du jeu vidéo. Enfin, en quelques mois, je me recrée comme ça parce que j'avais une culture de joueur moi-même. Voilà, il y a cette période LucasArts, enfin la période des 90-95 que je connaissais quand même très très bien. Il y avait les 95-2000 que je connaissais pas mal parce que j'avais ma PlayStation et que voilà, mais je me recrée là je rejoue aux jeux Nintendo, je lis des bouquins Hmm. sur l'histoire du jeu vidéo. Il y en avait très peu à l'époque. Il y avait The Ultimate History of Video Games qui était déjà sorti. Vraiment, je bouffe, je dors, je fais du jeu vidéo. Tu en es, j'ai l'impression que oui, mais tu es conscient qu'il y a un truc qui se passe dans ta tête à ce moment où tu découvres un truc avec lequel, enfin, tu avais évolué en parallèle de ça Mm. finalement pendant, ça fait quoi,
30 ans, pendant 30 ans. Ouais, presque. Et là, tu redécouvres le truc et tu es conscient, tu dis, non, mais là, c'est un truc incroyable pas que j'ai raté, mais enfin, que j'ai pas exploré comme j'aurais pu, ou Non, je m'étais pas alors, rendu compte de non, j'ai la pas dit richesse, ou non, c'est je pas. me dis pas ça, je me dis pas ça. Par contre, ce que je me dis, c'est au moment où j'accepte, d'écrire sur le jeu vidéo, je me dis: «C'est rigolo, je vais Hmm, écrire dans l'IB, ça va être marrant». ouais. C'est pas mon sujet, j'avais jamais imaginé écrire sur le jeu vidéo, mais ça peut être cool Hmm, et en fait, en quelques semaines, il y a une vraie bascule où je me dis: «Mais mon Dieu, mais c'est un sujet, hmm, c'est un sujet». C'est c'est une, c'est je dis pas tout de suite avec les grands mots, c'est un art, c'est un truc, culturel et tout ça. J'ai pas de grande théorie, je me suis jamais en fait, je me suis jamais positionné comme défenseur du jeu vidéo. J'ai toujours hmm, considéré que le jeu vidéo avait pas besoin de moi et je suis pas défenseur du jeu vidéo contre les gens qui aiment pas le jeu vidéo. Mais je me suis rendu compte en tant que journaliste que c'était un putain de sujet et c'était un sujet où je me suis rendu compte qu'il était tellement sous-exploité parce que tu avais une en tout cas en France, tu avais une presse généraliste qui ignorait superbement le sujet, sauf Libé, qui avait déjà fait sa une avec Lara Croft en 97 et tout ça. Enfin, et il y avait Olivier Séguret qui faisait une chronique hebdo sur le jeu vidéo, donc il y avait quand même un traitement, régulier sur le jeu vidéo. Mais à part Libé, il y avait personne et qui était, majoritairement, il y avait des exceptions évidemment, mais qui était traité comme un objet de pure consommation par la presse spécialisée. Donc guide d'achat et hmm, ce genre de choses. Et moi, d'un coup, j'ai un truc, c'est un putain de sujet. C'est un sujet journalistique, c'est un sujet d'enquête, c'est un sujet d'enquête, j'avais pas ces grands mots à la bouche hmm, à cette époque-là, mais c'est un sujet de reportage, c'est un sujet d'analyse, c'est un sujet de réflexion. Je découvre avec Gamasutra et avec, les sites américains et tout ça, je découvre qu'il y a tout un espace, critique qui est hyper riche. Et voilà, je me passionne pour le truc et pour le jeu aussi. Je passe ma vie à ouais. jouer à l'époque. Du coup, on arrive. euh, c'est cette période qui t'amène à Libé Labo Ouais, et au podcast. Donc, au cours de ces quoi, on a 5 ans qui ouais. s'écoulent. Est-ce que tu travailles encore à l'informatique au Ouais. moment de Libé Labo? Oui. Alors Et non, ça se passe concomitamment. Je vais aller encore une fois en super accéléré. En super accéléré, c'est une période compliquée pour l'IB. Il y a des plans sociaux. En plus, moi, je suis syndicaliste. Enfin voilà, j'organise des grèves. Enfin, je gère des plans sociaux et tout ça. C'est un peu compliqué cette période-là. C'est un peu intense. Arrive un plan social en 2005 qui supprime, parce que c'est toujours une bonne idée d'externaliser, hein, qui supprime le service informatique web. Mais c'est complètement. des plans sociaux. Ah oui, ouais, c'est des D'accord. trucs de départ volontaire. Moi, à l'époque, Mm, évidemment, j'écris beaucoup. Je me sens plus journaliste jeux vidéo mm. qu'informaticien web, mais mon salaire, c'est informaticien web. Ouais, donc, mais dans cette Bref, période, pour toi, dans ta tête, tu es un petit peu en train de faire cette transition déjà ouais, sauf à que ce c'est moment. pas si évident que ça. Mm, En 2006, qu'est-ce qui se passe? C'est que Libération est vraiment au bord du gouffre, mais lance, parce qu'il faut toujours lancer des nouveaux projets, un truc qui s'appelle Écran, qui était un hebdo papier d'une qualité de fou furieux. On est en 2006, il y a même pas l'App Store qui est sorti. On est en 2006 et Libé qui sort un magazine hebdo qui s'appelle Écran et en sous-titre, il y a télévision, cinéma, internet, téléphone. Ils ont déjà pressenti que le téléphone allait devenir un écran. Enfin, je dis mm, ils, nous, enfin, j'en sais rien, mais c'est pas moi, je bossais pas dessus. Mais il y a ce côté un peu visionnaire qui se crée. mm. Le magazine est magnifique. Je bosse dessus. C'est mon premier E3. Je vais à Los Angeles en reportage. C'est génial. Sauf que on est au bord de la faillite en juin 2006. Je vais très très vite, mais en juin 2006, ils arrêtent écran. En l'été 2006, ils disent ouais,
mais bon, écran, il y avait eu des pubs et tout ça. Moi, j'arrive et je dis, bah écoutez, moi je vous fais un site web. J'étais informaticien web, donc ils ont plus de thunes, ils ont plus de thunes de toute façon, ils ont plus un rond. Et donc moi j'arrive et en gros je te la fais rapide, je dis moi je vous crée un site web pour pratiquement zéro thune. J'avais juste besoin d'une charte graphique et de ce genre Mm. de choses. Je vous crée un site web qui s'appelle écran.fr. La condition, et en fait, voilà, j'ai fait limite un chantage. C'est moi, je suis totalement partant pour faire un site web, m'impliquer à donc sortir un truc qui s'appelle écran.fr, mais je passe journaliste. Mm. Et voilà. Et en fait, ça a été accepté pour diverses raisons. Et voilà. Et en fait, un an plus tard, je suis journaliste, je suis responsable d'écran.fr. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a un projet audio qui se lance à Libé. Et évidemment, je suis hyper partant. Du Et coup, le projet audio était en tant qu'expérience à Libé ouais, Labo. comme son Euh, nom l'indique. Comme son nom l'indique. Il y avait beaucoup C'était que du podcast ou C'était que du podcast avec la D'accord. création d'un super lieu studio d'enregistrement à Libé. Il était magnifique. Et en fait, c'était avec l'idée, à l'époque, la vidéo n'existait pas vraiment. En 2007, c'est le début de YouTube. Hein, donc, c'est vraiment, la vidéo était anecdotique sur Internet. Et donc, il y avait cette idée de se diversifier et de faire de l'audio. Et un peu dans la lignée d'Arte Radio, qui avait déjà commencé depuis quelques années. Et en fait, le projet, c'était de faire venir des gens de la rédaction, faire un bar des sports, faire une émission politique. Enfin voilà, des Mm. journalistes qui sont déjà là, tu les fais descendre de quelques étages et ils font leur podcast. Et moi, j'étais ultra chaud. On a fait quelques pilotes qui se sont mal passés, puis on a fait un pilote avec Clément Apap qui était de Gamecult et Patrick Helio qui était un journaliste que j'avais rencontré quelques années plus tôt à l'ECTS 2001. Et ça marche, et donc ça devient une hebdo. Et en fait, la différence entre Silence on Joue et le reste des prods de Libé Labo, c'est que moi, je suis devenu producteur de l'émission, en fait. C'est que Mm. c'était plus. En fait, pour les autres journalistes, c'était un peu une contrainte. C'est-à-dire, il y avait les gens de Libé Labo, du service Libé Labo, qui venaient les prendre par la Ouais. chemise, aller descendre, viens parler de sport pendant 1 heure, viens parler de politique pendant 1 heure. Ouais, mais j'ai tel papier à finir, machin. Mm. Donc, c'était un peu une baston. Et sauf que moi, il n'y avait pas besoin de venir me chercher. J'étais tous les mercredis à heure fixe, j'étais là avec mes potes et on faisait l'enregistrement de l'émission. C'était prêt, les sons étaient là, tout était prêt. Et j'ai adoré ça et voilà, c'est pour ça que ça a continué, en fait. Tu connaissais déjà les podcasts ou ils t'en ont Non. parlé quand ils ont Si, parlé du projet? Arte Ouais. Radio, je connaissais un petit peu, mais c'était pas vraiment un podcast. Enfin, moi, j'avais Ouais. pas, déjà, j'avais pas d'iPod, mais j'avais pas de si, j'avais des lecteurs MP3, mais non, je connaissais pas vraiment les podcasts, en fait. D'accord. Donc c'était vraiment l'expérience type radio qu'on va faire Ouais, nous-mêmes. ouais, ouais, Donc là, c'est un petit peu le début d'une grande et longue aventure qui continue encore, ouais, mais qui a connu des, euh, des changements. ouais. Euh, donc 2007, c'est le début. Et pour Mmh. le rappeler, tu fais encore Silence on joue. C'est l'essentiel de ton travail aujourd'hui, Silence on joue? Depuis presque 3 ans, ouais. C'est ça. Mmh. Euh, Comment se passent les 15 ans qui suivent? Parce que au départ, comme tu le disais, bah, tu sais pas vraiment ce que sont les podcasts, tu le fais, bah, ça te plaît beaucoup, mais on n'imaginait peut-être pas que Internet et les téléphones mobiles Mmh. facilitent autant la consommation de ce média. Mmh. Comment tu as vécu cette évolution? Est-ce que ça a été stressant? Est-ce que ça a été des bonnes surprises? Est-ce que ça a été compliqué aussi de rameuter des gens pour Ouais. faire les émissions? C'était Bah, en fait, le truc, c'est que les Silence on joue, sauf depuis 3 ans, a toujours été un side project. Donc, Hmm. pendant 15 ans, c'est resté un side project où j'avais un Il vrai est travail. sorti quand de Libé Labo? Bah, en fait, il est sorti, sans trop le choix quand Libé Labo s'est arrêté, donc au bout de C'est 3 fermé. ans, je pense. Hmm. Et en fait, il y avait plus de en fait, Libé m'a toujours permis de continuer à faire ce truc, à faire Silence on joue, même si c'était totalement non stratégique. C'est-à-dire, il y avait plus d'orientation stratégique, il y avait plus. Hmm. Libé a retenté des choses autour du podcast il y a 4 5 ans, un peu quand le podcast a refonctionné, un peu avant le Covid, mais n'a pas vraiment
persévérer parce que c'est dur de s'imposer dans le podcast. C'est vraiment très très dur, même quand tu t'appelles Libé, il faut du temps. Et, euh, et, et donc, euh, et donc moi j'ai continué parce que j'étais passionné. Alors c'était compliqué et pas compliqué parce que je me suis aussi beaucoup servi, je pense, de l'image de Libé. Mm. Libé, ça reste quand même un nom, ça a un certain prestige. Et c'est vrai que pour faire venir les copains, les collègues, les confrères qui bossent dans d'autres médias, venez parler dans Silence on Joue, le podcast de Libé, bah ils se déplaçaient. Et Ouais. c'est, je les remercierai jamais assez, mais c'était cool. On était vraiment à une période très cool. Qu'au début, j'ai fait ça un peu avec des récurrents, Patrick et Clément. Ensuite, ça s'est ouvert. Il y a eu d'autres personnes venues d'autres médias qui sont arrivées. Erwan Guinen, des Inrock, Joël Métro et tout ça voilà, qui venaient. Et en fait, ils venaient au nom de leur rédaction. Et ça, c'était aussi c'est un point Mm. important. Ils n'étaient pas pigistes. Ils n'étaient pas à payer. Donc, c'est un peu pour ça aussi que j'ai pu continuer un peu tranquillou. C'est que Libération n'avait pas grand-chose à débourser pour continuer Silence on Joue. Et puis voilà. Et après, il y a des moments où c'est devenu plus compliqué. Quand Libération a déménagé, on a perdu notre studio. Il a fallu que je fasse des deals avec l'Express, qui avait un studio de web télé qui était géré par Pierre Trouvé à l'époque, qui est donc Ah aujourd'hui oui. journaliste jeux vidéo au Monde. Mais à l'époque, il s'occupait de ça. Et bref, il nous a filé les clés, entre guillemets. Ensuite, il a fallu, le problème, trouver des réals. Moi, j'avais pas de sous pour payer des réals. Donc là, en fait, je fais un deal. Je vais appeler les copains de No Life. Mm. Et pendant quelques temps, Silence on Joue devient un podcast télévisé chez No Life. Et puis voilà. Et après arrive un autre déménagement. On arrive dans les mêmes locaux que RMC. Alors des questions d'actionnaires, hein, mais dans les mêmes locaux que RMC et BFM. Du coup, on a un studio chez RMC pour enregistrer. Et puis arrive le Covid. Mais du coup, Silence on Joue n'existe que parce que tu l'as porté et tu as voulu Ouais. qu'il existe et tu as voulu qu'il Oui. continue. Sans Ah ça, il bah serait oui. arrêté 10 fois, quoi. Ah oui, et puis ça intéressait pas grand monde. C'est-à-dire que si je Mm. dis, alors c'est arrivé, mais plus tard, mais si je dis, non, mais si vous me donnez pas ci ou si vous me donnez pas ça, j'arrête Silence on Joue, il disait, bah ouais. Ouais. Moi voilà, j'étais. Et en même temps, en fait, ce qui est important aussi là-dessus, et je pense que tu vas pas me contredire, c'est que on a une petite communauté. Il y a un forum. Mm. À l'époque, c'était pas Discord, c'était un forum de discussion. Et il y a une petite communauté, il y a peut-être 50 personnes, je sais pas, 100, 50 ou 100 personnes qui sont là, qui discutent, avec qui tu discutes, qui suivent les sorties des épisodes. Tu fais quelques petits trucs IRL, il y a un peu de monde, il y a Mm. 50, 100 personnes qui viennent, qui font le déplacement. Tu te rends compte que tu es écouté. Mm. En plus, moi, alors ça semble idiot aujourd'hui, mais j'ai pratiquement, avant qu'on change d'hébergeur et que j'ai un accès direct au truc, j'ai jamais demandé les stats de Silence on Joue. Ah oui. Je savais pas les téléchargements. Moi, ce qui m'intéressait, c'était les gens qui étaient là sur le forum, qui était un forum écran.fr de Silence on Joue. Et franchement, c'est ça qui me poussait aussi, c'est que je savais. En fait, ça me rassurait sur la pertinence de ce qu'on faisait. Mm. En fait, si ça créait de la discussion, si ça créait des échanges, si j'avais des retours, s'il y avait des gens qui disaient ouais c'est cool d'avoir Silence on Joue, si on faisait plus, si on, je sais pas, il y avait les vacances, il y avait deux semaines sans Silence on Joue et on revenait avec un épisode et les gens étaient trop contents. Mm. Je me dis merde, ce truc est un peu important. Et un peu Ouais. important pour les gens qui écoutent. Je me dis pas, c'est pas un peu important pour la société française, je m'en fous. C'est juste qu'il y a des gens qui tiennent à ce que je fais. Mm. Et en fait, c'est un moteur fou. Enfin, je pense que Mm. tu es d'accord aussi, tu Ah vois. bah bien sûr. L'aspect social et communautaire de ce qu'on fait est hyper important comme motivation, quoi. C'est évident. Mm. Moi, il y a un plaisir, un plaisir de dire, donner mon avis, qui est une composante importante pour moi aussi. Tu vois, j'aime bien Ouais. parler et m'entendre parler. Mais oui, la communauté, évidemment. Il y a quelque chose de quelque part, ça fait écho à ce que tu disais tout à l'heure, presque au début. Quand tu disais, bah, je savais pas que j'étais pas seul ou qu'on n'était pas seul, qu'il y avait d'autres gens Mm. comme moi. Bah là, c'est pas juste qu'on trouve des joueurs de jeux vidéo, des gens qui apprécient le média, c'est qu'on trouve pile les gens qui aiment bien le Mm. jeu vidéo,
de la manière dont nous, on l'aime, et en parler et réfléchir à ce à quoi nous, on aime réfléchir par rapport à cette industrie. Tu disais, j'ai découvert qu'il y avait des gens qui faisaient des jeux vidéo et c'est un angle qui t'a passionné tout de suite. D'ailleurs, on pourra évoquer certaines enquêtes que tu as fait. Je serais curieux de savoir l'impact que ça a eu sur toi et ta carrière et comment tu l'as vécu. Mais Hmm. tu vois, la manière dont moi je couvre l'actualité du jeu vidéo, c'est hyper spécifique. C'est vraiment qu'est-ce qui se passe dans l'industrie, qu'est-ce qu'il a fait fonctionner, qu'est-ce qu'il a fait tourner, comment on analyse, qu'est-ce que ça veut dire. Ouais. Tu vois, c'est pas juste, oh, bah, il y a machin qui est sorti, il est bien, il a 15 sur 10 en graphisme et 12 sur 10 en musique, tu vois. Et tu es un petit peu dans une démarche similaire, mais c'est très spécifique. Et donc, le fait Ouais. de pouvoir trouver et trouver une communauté qui apprécie cette manière de faire les choses, c'est très unique à Internet, c'est très unique au podcast parce que ça demande très peu de moyens de production, etc. Et donc, on peut parler à un subset de la communauté. Mais donc, oui, une manière très longue de dire je comprends complètement ce que tu veux dire. Ouais, ça a vraiment été un moteur. Moi, j'ai tout de suite voulu faire cette petite section qui est propre, enfin, à Silence on Joue, qui était le com des coms, c'est-à-dire Mm. revenir sur les commentaires de l'émission précédente qu'il y a eu. Enfin, tu vois, engager un dialogue via le podcast et puis évidemment participer moi-même au forum, aux discussions qui étaient à l'intérieur du forum. Mais voilà, je trouve que ces échanges-là, c'est précieux, quoi. C'est vraiment Bah, ce qui, moi, m'a tenu, en fait. et aujourd'hui, ça passe par Discord, comme tu le disais. Et moi, le Ouais. Discord, enfin, je veux dire, il y a genre 2 ou 3 trucs que je fais sur mon ordinateur tous les jours. Et Discord, évidemment, il en fait partie. Je Mm. passe énormément de temps avec cette communauté, quoi. Bah, Euh, bien sûr. on va continuer à parler de podcast, mais Ouais. si on parle, moi, auquel je pense immédiatement, le papier que tu as signé avec Marius Chapuis, bah, c'est l'enquête sur Ubisoft. Ouais. euh, qui est, je pense, enfin tu vas me le dire, mais peut-être l'un des faits journalistiques les plus importants qu'on ait vu dans j'allais dire dans ta carrière, mais peut-être dans le jeu vidéo en France. Je pense que c'est pas usurpé de dire ça. Il y en a, c'est pas le seul, mais il y en a pas eu Mm. des dizaines non plus. Euh, Ça, c'est un vrai travail de journaliste. Ça, c'est un travail d'enquête, c'est un travail donc, bon, j'imagine que ça s'est passé avant, mais la transformation a été accomplie en journaliste. Aujourd'hui, tu te considères comme un journaliste, et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette enquête, ou peut-être d'autres qui ont compté pour toi? Euh, Bah, en fait, mes débuts en tant que journaliste, en fait, j'ai pratiquement aussi commencé par une enquête Hmm. qui était en 2001, je crois, presque le jour, l'année où j'ai commencé, qui était une enquête sur Game One. J'avais fait une enquête à l'occasion du départ de Marcus de Game One. Enfin voilà, il y avait bref des contrats publicitaires qui étaient ajoutés à des présences dans l'édito. Enfin voilà, une sorte de mélange des genres où j'avais fait Hmm. une enquête et tout ça. Et j'étais assez content. Et donc j'avais un peu commencé par ça. Et puis, mais bon, après, c'est vrai que ça n'avait pas été mon genre de prédilection. D'autant que à l'IB, j'ai un peu varié. J'ai fait écran.fr, donc qui est l'aspect un peu numérique. Après, je suis allé en plus en économie. Je suis allé aussi dans le service ID, qui a été une superbe expérience où je l'ai fait un peu de sciences fondamentales. Et puis les idées d'une manière générale, les sociologues, les philosophes et tout. Et puis arrive le Covid et arrive ce moment. Et en fait, on se lance, on est en juin 2020, donc en confinement ou je sais plus lequel. Si, bah, premier encore, plus ou Hmm. moins le premier. Et, euh, et puis il y a ce MeToo, ce énième MeToo jeu vidéo qui arrive sur Twitter à l'époque, avec des dénonciations en fait, qui commencent à émerger à droite à gauche. Et, euh, et en fait, on commence, je crois que Marius fait un petit papier sur un peu ce phénomène sur les réseaux sociaux, ce MeToo jeu vidéo, Hmm. avec des dénonciations concernant des gens à l'intérieur des studios. Et puis on a des trucs qui commencent à émerger du côté d'Ubisoft. Et puis on a des contacts un peu mail, voilà, des premières. Je vais pas aller trop dans le détail dans le Bien processus, mais sûr. on a quelques premiers fils de la pelote à tirer. Et, et en fait, avec Marius, on arrive à se dégager du temps. C'est-à-dire que moi, je préviens mon service à l'époque. Voilà,
je pars là-dedans, je sais pas trop où on va, mais je sais que dans les jours qui viennent, à l'époque on parlait de jours, mais ça va, voilà, je suis pas trop dispo. Et on commence à y aller et on va partout. On tape partout, on essaye à avoir plein de gens, des listes de noms, des trucs comme ça pour recouper les informations. Et c'est vrai, tu as raison, j'ai pas une expérience de ouf là-dedans. Je pars un peu en mode newbie, mais Bah, tu as une expérience de journaliste, mais ça, c'est une enquête de voilà, longue haleine très spécifique, ça fait une quoi. vingtaine d'années ça fait une vingtaine d'années que j'écris pour Libération. J'ai énormément appris en écrivant pour Libération sur plein de sujets différents. Les règles du journalisme, je connais. Ouais. Après, les tenants et les aboutissants des grosses enquêtes comme ça, avec des témoignages, et surtout que du jour au lendemain, on se retrouve à avoir des témoignages de harcèlement, des témoignages d'agression. Voilà, c'est... Juste pour bien situer l'ampleur de la Ouais. chose, c'est le genre d'enquête qui a des conséquences très réelles et très directes, et ça a Mmh. été le cas chez Ubisoft. Euh, J'imagine que c'est le genre de papier, tu le fais relire par un avocat avant de le publier, Tout ou à fait, c'est ça, c'est tout à que fait. tu peux pas faire Et des c'est choses. une rédaction, c'est Mm. la force d'une rédaction. Ouais. C'est-à-dire que nous, on a été, épaulés, bon, on a fait le papier avec Marius, on est allé loin, il est finalement paru en ça a fait la une du journal. Donc c'était, pour des situations d'agression et de harcèlement, sexuel et moral, au sein du grand service éditorial d'Ubisoft. Pour ceux qui ont pas suivi, le service édito, c'était un peu la tour de contrôle, qui décidait, du sort des jeux en interne et cetera. C'était vraiment un peu un centre névralgique de la créa à Ubisoft. Et en fait, nous, voilà, ce qu'on a raconté, c'est que ce service était complètement moisi par des systèmes de harcèlement un peu systématiques, systémiques. D'ailleurs, après un report, le procès va commencer le 2 juin, hein, 2025. Et bref, hein, l'enquête a été en deux parties. Et à la fin des deux parties, il y a le directeur créatif, un peu celui qu'on appelait le numéro 2 d'Ubisoft, qui est Serge Asquette, et son bras droit, qui était un peu le grand chef de l'édito, qui ont été, enfin, en fait, qui sont partis d'Ubisoft. Mm. Voilà. Et donc, leur procès a lieu ces jours-ci. Et c'est vrai que ça a eu un impact monstrueux. Le truc, je le redis, c'est un truc qui a été possible parce qu'il y avait une rédaction. Nous, on a fait notre travail d'enquête, on a blindé notre travail d'enquête, parce qu'en plus, quand t'es pas enquêteur dans le sang et que t'as pas t'as envie que tout soit nickel, tout Ouais, est hyper blindé, carré. les trucs sont recoupés, re-recoupés, etc. Évidemment, c'est relu par un avocat. Évidemment, on a demandé de l'aide au service enquête de Évidemment. Libé pour voir un peu s'ils avaient des conseils et ce genre de choses. C'est la force d'une rédaction, tu vois, de bosser à Libé, c'est là. Mais c'est vrai aussi, voilà, parce que ça m'a pas changé ma vie, mais Mm. ça m'a dit, au niveau perso, je me suis dit, on est capable de le faire. Je suis capable de le faire. Je suis capable de le faire avec Marius. C'est fou. On a Mm. eu vraiment une complémentarité avec Marius. Que j'avais jamais vraiment bossé, fait des articles à quatre mains, je connaissais pas. Et voilà, c'est aussi le truc. Marius, ça faisait quelques années qu'il était chroniqueur dans Silence on joue. Lui, c'est un ancien. Il était au service édition de Libé. Il est passé journaliste culture. Et en fait, on a découvert à cette occasion-là qu'on bossait extrêmement bien ensemble. On était extrêmement efficace. On a sorti la première enquête après 2 semaines de boulot. Ça aurait pu en demander le double. Mm. Et voilà, quoi. Après, on a refait rebelote sur Beyond Good and Evil 2 et tout ça, mais c'était vraiment une belle expérience. Ouais. On va revenir à la dernière partie qui sera la dernière transformation de Silence on Hmm, joue avec le Covid. Euh, mais pour mettre un dernier point sur ce sujet-là, hmm, j'imagine qu'il y a quand même, enfin, c'est des sujets sérieux et graves dont on parle, mais c'est aussi finalement euh, l'objectif noble du journalisme, c'est d'exposer des choses hmm. que certains ne voudraient pas qu'on sache quand elles sont au bénéfice de la société. Et tu as par ailleurs un certain engagement politique. Est-ce que tu as eu du coup c'est difficile de parler de fierté parce que comme je le disais, c'est des sujets graves et des souffrances qui sont mises en lumière, mais tu dis, bah là, j'ai fait quelque chose
à mon niveau qui compte? Est-ce qu'il y a eu ce sentiment genre, OK, c'est une étape dans ma vie professionnelle? Ou est-ce que c'était juste, bon, bah, j'ai fait mon boulot pendant 2 semaines, ça s'est bien passé, l'enquête est là, elle aura des conséquences, et maintenant je retourne faire ce que je fais d'habitude? Ou est-ce que c'est entre les Non, deux? Je sais pas, je suis curieux de savoir l'effet que ça a sur toi. bah, en fait, quand tu bosses sur ces enquêtes, et ça a duré après parce qu'il y a eu un deuxième épisode, en fait, tu recueilles des témoignages, tu recueilles des kilomètres de témoignages, Mmh. vraiment, pour le coup, des entretiens, des gens et tout ça qui te livrent beaucoup de choses qui sont pas des situations faciles, c'est pas des souvenirs faciles. On impose aussi, enfin, on Mmh. impose rien, mais on demande aux gens de se remettre dans des situations qui eux-mêmes peuvent, enfin, peuvent avoir voulu enterrer ça Bien et sûr. on leur dit, «Est-ce que vous pouvez nous parler quand même de ce Mmh. genre de choses?» On demande ça aux témoins, on recueille leurs paroles et il y a un moment, alors je sais pas si ça peut appeler ça de la fierté, mais quand on se rend compte que le truc sort, qu'il a un effet, on se dit qu'au moins on a été à la hauteur des paroles qu'on a recueillies. Mmh. C'est, alors oui, c'est un peu de la fierté d'avoir été à la hauteur de ces paroles Mmh. recueillies. J'ai pas une fierté particulière de genre, le scoop, de Erwan Cario et Marius Chapuis. Mmh. Enfin, voilà, on est journaliste, enfin, je sais pas, je suis pas sur ce registre-là, mais il y a oui, il y avait une fierté d'aboutir à ça et la fierté aussi d'avoir énormément de retours de salariés d'Ubisoft qui nous avaient pas parlé, forcément, mais qui nous disent: «Cool, c'est important ce Mmh. que vous faites, c'est important, c'est vrai, déjà, c'est vrai et c'est important». Mmh. Et voilà, il y avait un truc où et c'est vrai, voilà, il y a un truc où tu dis: «Ouais, ça, ce qu'on a fait, c'est important». Mmh. Et c'est pas tout le temps. Voilà, quand tu es journaliste, c'est pas tout le temps que tu fais un truc qui est important. Tu es content d'avoir fait ça et après, voilà, tu te dis: «Cool, je suis capable de le faire». Mmh. C'est bien. Bah, c'est sûr que, enfin, il y a des journalismes qui sont peut-être un petit peu plus dans ce genre de démarche plus régulièrement. Dans le jeu Mmh, vidéo, bon, bah, même si nous, on le disait tout à l'heure, on a une volonté de comprendre, d'analyser l'industrie, donc c'est pas juste les jeux qui sortent et le dernier trailer. Bah, le jeu vidéo reste un loisir et un média et un art, mais on a plus l'occasion de parler des annonces que de ce genre de sujet. Mais oui, donc évidemment, c'est évidemment un événement. Et puis, ça s'inscrit dans une maturation de l'industrie et de la manière dont elle est traitée, parce que depuis, on va dire, ouais, peut-être 5 ans, un petit peu plus, c'est vrai que c'est traité différemment, avec des mmh, enquêtes, du travail de journaliste qui va aller un petit peu déranger les gens à déranger, etc. Donc non, c'est évidemment quelque chose de notable. Moi, je considère que mmh. c'est une étape, quoi. Euh, du coup, bon, revenons au podcast. Euh, Ouais Silence on joue Covid, et là, euh, studio, ça devient compliqué. et il y a alors un sauveur de Silence on joue. Il faut qu'on parle de lui. Toute l'émission menait à ça. Vous croyez Toute que l'émission veut mener à c'était ça. l'enquête le point fort? Non. Non! Non, non, Euh, non. Si tu veux, moi, j'arrive, confinement. Mon premier réflexe, c'est d'acheter un micro. Je me bon dis: réflexe. Bonne Je idée. veux continuer Hmm. ce podcast» et je connais un type qui y arrive depuis un petit bout de temps. Heu, donc parce que j'avais déjà participé sur Skype à l'époque. Tu peux plus faire le truc sur Skype. J'avais participé au rendez-vous jeu et Hmm. j'avais participé au rendez-vous jeu et donc on faisait ça en visio et donc je Que moi, savais oui, que je c'était fais du possible. coup sur Internet tous mes podcasts depuis Mmh, 2009. Donc, même voilà. avant, mais au début, Azeroth.fr, c'était en présentiel, mais tout le reste était par Internet. Donc Voilà. oui, je connais un petit peu le processus. Et donc, je pense que ça devait être le lendemain du confinement ou le surlendemain du confinement. J'envoie un mail à un certain Patrick Béja, genre,
Je pourrais retrouver. Est-ce que tu veux que je retrouve le mail que je t'ai Si tu envoyé à veux, non, mais l'époque? c'est pas le plus important du tout, Mais mais non, mais ce c'est qui- pas le plus important. Mais en fait, en gros, moi, je dis, ouais, désolé de t'embêter. En plus, en ce moment, enfin, le truc, le confinement, il y a des gens, tout le monde a mille choses à faire à ce moment-là, à réorganiser sa vie parce que c'est une première dans notre dans notre histoire. histoire et dans Et notre vie. moi, et moi, j'arrive et je dis: «Est-ce que tu auras un peu de temps pour m'expliquer Bah, comment est-ce qu'on fait pour faire un podcast en distanciel?» Et tu as dit oui et tu as passé 45 minutes, je crois, 1 oui, heure c'était. à, On a discuté pendant 1 heure. Je t'ai expliqué comment je faisais. C'était pas non plus un événement ah mais j'ai pris des incroyable. notes, j'ai pris des notes. Je me rappelle que tu m'avais appris à configurer une configuration qui est restée longtemps, hein, que j'osais plus toucher parce que je savais plus ce que Avec voulaient dire les Voicemeeter. trucs. Avec Voicemeeter, Ah tu ouais, avais une config, tu m'avais fait une config qui enregistrait, ma voix sur le canal de gauche et la voix, c'est ça. de tous les autres chroniqueurs sur le canal de droite pour pouvoir un peu faire du montage. Tu m'as parlé de Reaper, tu as un peu évoqué tout le workflow en fait, Ouais. qui, Parce que qui fait ça et c'était la important. raison pour laquelle c'était important, c'est que juste là, effectivement, vous étiez uniquement en studio et uniquement en présentiel, Mmh, donc c'était un processus nouveau pour vous. Mais ça veut dire que au moment où le confinement arrive, il y a eu la question est-ce que on continue ou est-ce qu'on arrête Silence on oui, joue, qui était du coup pas encore ta propre et unique responsabilité. Je veux dire, Silence on joue, c'était encore dans je sais même pas comment dire. Enfin, c'est toujours à Libé, mais je veux dire, c'était pas aussi délimité sur toi qu'aujourd'hui en 2020. non, bah, je pense qu'à l'époque, j'aurais arrêté Silence on joue. Personne m'en aurait, voulu. Mm. Enfin, loin de là même. Personne n'en avait, un peu, rien à faire. C'était pas, ça allait pas être, important. Mais j'ai voulu continuer et ça a tout changé aussi quand même. Bah alors justement, donc 2020, tu déplaces Silence on joue sur Internet, Ouais, évidemment avec le confinement. Donc vous continuez. Et c'est du coup en 2022 que les choses changent pour toi et pour l'émission. mmh. Qu'est-ce qui s'est passé en fait pour que tu... Parce que aujourd'hui, pour clarifier, tu es le responsable de Silence on Joue. Est-ce que ton métier, c'est de faire Silence on Joue en fait, finalement? Ouais. Oui, c'est Mm. mon poste, c'est Silence on joue et évidemment j'interviens, ben, quand il faut faire un suivi du procès Ubisoft qui va avoir lieu dans quelques semaines ou enfin voilà, je suis journaliste Libé. C'est ça. Je Tu suis es encore journaliste journaliste, Libé, mais tu es mais officiel. je C'est Libé qui a reconnu Silence on Joue finalement comme entité officielle en alors il a 2022. fallu passer par une, étape importante. Hem, 2020 alors déjà, en fait, moi, dans ma tête, 2020, c'est aussi important parce que en fait, je suis plus, dépendant d'un accord tiers. C'est-à-dire que même Mm. RMC, c'était dépendant d'un accord tiers avec RMC qui, lui, fournissait un réal. Enfin bref, je devais à chaque fois négocier tout ça. Là, je me retrouve producteur, monteur, tout ça. Alors c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'apprentissage, ce genre de choses, mais quelle indépendance! C'est Mm. ouf! J'ai plus à demander le truc à personne. Tout fonctionne, on commence à faire le truc. Bon, je gagne un peu en expérience en montage et ce genre de choses. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à la fin de l'année, j'ai peur de tout mélanger et tout ça, mais je pense que c'est comme ça que ça se passe. C'est à la fin de l'année, ou c'était enfin bon bref, il y a le Discord qui se lance. Mm. Le Discord qui cartonne, c'est-à-dire qu'on passe ben, d'un forum, qui parlait, enfin voilà, où il y avait une centaine, on va dire, de contributeurs, à un Discord avec plusieurs milliers d'inscrits. Mm. Très, très vite. Une communauté qui se met en place, hyper active, des gens qui s'approprient le Discord, qui c'est chez eux et c'est cool parce que je leur donne les clés, et qui font de cet endroit avec un truc avec plein d'initiatives et tout ça. Et surtout, ce qui se passe, c'est que au même moment, donc je pense qu'on est en 2020, on a au début de la saison, on met en place la pub, qui n'existait pas avant. Mm. On a un hébergeur, voilà, on met en place la pub. Ça rapporte un peu d'argent.
Et en fait, en novembre ou en décembre 2020, on met en place les formules d'abonnement de soutien. C'est-à-dire qu'on met en place une formule d'abonnement à Libé en soutien Mmh. à Silence on Joue. En discutant avec moi, c'est un truc que j'avais envie de faire depuis longtemps. C'est que je voulais un peu, voilà, faire un truc pour pousser les gens qui écoutent Silence on Joue à s'abonner à Libé parce qu'en fait, avec les 15 ans, 16 ans, 17 ans d'existence, ça fait tellement longtemps qu'on est là, dans le paysage, qu'il y a même des gens, ils savaient pas qu'on était produit par Libé. Ils étaient abonnés à Silence on Joue Ouais. et super, voilà. Et donc c'était recréer les liens et montrer aussi qu'il pouvait y avoir, je savais qu'il y avait beaucoup de choses sur internet qui marchaient, dans une logique de soutien, que c'était un mouvement fort et que moi j'appréciais beaucoup. Bah, toi tu le sais très bien depuis longtemps parce que tu devais J'en ai être un un des peu premiers en l'expérience France aussi. à avoir basé ton truc, dessus et voilà. Et j'ai discuté avec le service abonnement. Au début, moi je voulais faire un truc où avec un abonnement plein ou avec des petits trucs en bonus, pour les gens qui ont souscrit l'abonnement. Et puis eux, ils me disent: «Mais non, mais on a qu'à faire une formule de soutien spécial moins cher que l'abonnement normal». Mais parce qu'eux, ils partaient du principe que finalement, les gens qui écoutaient Silence on Joue étaient pas dans la cible, Mmh. des gens qui vont rechercher dans les abonnements. Et on sait que le coût d'acquisition d'un abonné, numérique est énorme dans la presse. Ça coûte extrêmement cher. Et donc en fait, le truc, leur logique qui, finalement s'est révélée payante, c'est de dire: «Bah, on fait un abonnement moins cher, mais qui est déclaré en soutien à Libé et en plus on peut le comptabiliser». En Moi je soutien à peux dire: Silence on Joue. «Vous êtes» voilà, on peut, comptabiliser le nombre de soutiens à Silence on Joue. Et en fait, moi, j'avais fait les calculs parce que, alors, bon, c'est un autre sujet, mais vu que les gens ne viennent plus en tant que participants à leur journal, à un autre journal, les chroniqueurs de Silence on Joue, depuis quelques années, commencent à être payés en pige, ce qui est normal. Mmh. Mais c'est un budget. Et en fait, moi, j'avais calculé, bah, pour compenser un peu les piges et tout ça, il faut qu'on ait en gros une centaine d'abonnés. Et moi, je m'étais dit, bah, si au bout d'un an, on a une centaine d'abonnés, c'est cool parce que avec les pubs et tout ça, on s'en sort en termes de budget. Et en fait, ça a évidemment, moi je Mmh. m'en doutais pas du tout, mais ça a cartonné, c'est-à-dire qu'on a la centaine d'abonnés est arrivée au bout de 3 ou 4 jours. Et après, ça n'a pas cessé de grimper. Et c'est pour ça que après, ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai proposé, c'est on peut viser plus haut et on peut essayer de faire un vrai contenu jeu vidéo et il y a un intérêt pour Libération. Et c'est là que après je suis arrivé avec ce projet de temps plein, un peu expérimental, parce que même moi, à ce moment-là, bizarrement, je savais pas si être à temps plein sur le jeu vidéo, ça allait me plaire. Ah C'était oui, encore une question pour d'accord. moi. Et du coup, effectivement, bah, je comprends, évidemment, ce qui fait que ça fonctionne, ça peut se faire, eh ben, c'est le fait que Silence on Joue, enfin, se met à rapporter de l'argent à Libé, quoi. C'est logique, Ouais, finalement. J'aurais dû bah, y c'est penser. logique. Enfin, évidemment, je le savais d'une certaine manière, mais... Et donc, 2022, ils te disent, bon, bah voilà, Silence on Joue, c'est une affaire qui tourne, donc tu vas t'en occuper maintenant. Ou Ouais. non, peut-être que toi, tu leur dis, ça a l'air de tourner, est-ce que je pourrais m'en occuper? C'est venu de qui? Non, c'est venu de moi. Hmm. C'est venu de moi, mais voilà, j'ai bossé un peu le truc, j'ai fait un argumentaire, et ce genre de choses et c'était sur l'aspect expérimental. Ça se tentait et il y avait une viabilité aussi en même temps. Hmm. Donc why not? Et c'est vrai que ça apporte aussi, ça apporte de nouveaux types de gens qui Hmm. s'intéressent au podcast, enfin, ça je pense que resserrer le lien entre Silence on Joue et Libération, c'était un mouvement qui était, pas si naturel que ça finalement, Hmm. mais important. Donc Donc là, ça fait 3 ans. ouais, Euh, T'es content? Tu continueras encore 20 ans? Enfin bon, tu vas pas me dire non, je pars, je pars demain. 20 Mais ans, ouais! ouais, peut-être, peut-être pas. Mais enfin, là, t'es content de cette situation? Tu es essentiellement en télétravail, si je comprends bien? Ouais, quasiment, enfin à 100 en télétravail. Donc, oui, oui, je suis étonnamment ravi. Hmm. Je savais pas en fait. Très sincèrement, je savais pas parce que même le jeu vidéo a toujours été presque un side project. Ça a été une passion et ça l'est. Mais, je faisais toujours un autre boulot à Libération en plus du jeu vidéo. J'ai jamais été 100 jeu vidéo et en fait, ça me plaît parce que ça me permet aussi d'ouvrir des choses. On continue un peu les enquêtes. J'ai eu une période un peu folle l'année dernière, la saison dernière, la saison 17 de Silence on Joue a été complètement dingo.
où j'ai lancé des émissions. J'ai lancé Gâchette Gauche, que j'avais lancé un peu avant, Oui, sur c'est la plus vieux, presse jeux Gâchette vidéo. Gauche. J'avais commencé à lancer Dans la boucle pour parler des processus de création de jeux vidéo. On a fait le festival Silence on joue, donc à la Cité des Sciences, où on a fait une journée entière avec la communauté et tout ça. Bilan, j'ai fini sur un demi-burnout. Voilà. On se rend pas forcément compte à quel point ça consomme, ça prend du temps. On se dit, oh, bah, un podcast, c'est bon, je le fais comme ça. Bon, il n'y avait pas que les podcasts, évidemment, dans ton cas, Ouais. mais quand on rajoute, ça rajoute, quoi. Donc j'ai un peu calmé cette année. Mm. J'ai envie de faire des trucs. Je fais attention à pas. Mm. Je crois que j'ai été un peu trop enthousiaste la saison dernière. Je me suis pas suffisamment écouté. Après, je pense que cette saison est un peu. On continue à faire des trucs. J'aimerais bien en faire plus. Je prends toujours des pincettes pour pas non plus m'engager sur. Je sais que il y a Gâchette Gauche et Dans la boucle qui sont un peu en suspens. C'est des concepts d'émissions que j'adore, mais je sais que il faut que je réfléchisse à la manière dont je mets ça dans mon quotidien aussi, comment ça Bien sûr. s'articule. Mais ouais, non, en fait, j'ai tellement d'envie et j'ai du temps pour les concrétiser que c'est cool. Et, Mm. et puis j'adore, bah voilà, j'adore déjà l'équipe avec laquelle je bosse. J'ai une chance d'avoir et Corentin et Julie et Patrick et Marius et Jérémy qui s'occupent des jeux de société. Je les adore et c'est un vrai plaisir de bosser avec eux. Et puis encore une fois, ça a l'air totalement bateau de dire ça. Et j'ai l'air de faire du sorte de populisme de bas étage en sortant ça, mais c'est le point central. C'est les gens pour qui on fait ça et se Mm. rendre compte. Enfin, on a la chance de faire un métier où on a un retour sur ce qu'on fait quasi immédiat. C'est combien de gens font des métiers comme ça, en fait? Je sais pas. J'ajouterais même quelque chose. On a un retour quasiment immédiat qui est 99% du temps bienveillant. Mmh, Et c'est pas forcément le cas pour tout le monde sur Internet. Je pense que la taille de la communauté a à voir avec ça aussi. Mais effectivement, c'est une force qu'on retrouve pas ouais, forcément ailleurs. ouais et moi, c'est un moteur incroyable. Je pense que on va se diriger vers la fin de la J'ai discussion. pété les je suis désolé, c'est Non, beaucoup mais trop long. c'était super, c'était super. Et je pense que l'idée que la communauté soit la force de ces métiers est une très belle idée sur laquelle conclure. Mmh. Mais est-ce que tu as autre chose que tu voudrais ajouter avant qu'on ne se dise au revoir sur justement tout ça, ton parcours, ton métier, ce que tu fais aujourd'hui, peut-être ce que tu imagines faire demain ou pas? Tu peux dire non Ouais, ce que aussi. j'imagine non, mais bref. Après, c'est, le jeu vidéo, je suis moi-même sidéré du fait de ne pas m'en lasser. Hmm. Alors tu l'as dit, j'ai finalement eu un parcours de passionné sur le tard, hein, même si j'ai été joueur depuis, les origines. Mais ce qui est fou, c'est que c'est un sujet dont j'arrive pas à me lasser et ça m'étonne même ontologiquement parlant. C'est c'est assez phénoménal, encore aujourd'hui, 24 ans après avoir commencé à travailler sur le sujet, de découvrir un Clair-Obscur Expédition 33, de découvrir un Blueprints, même de me réémerveiller sur un Assassin's Creed. Enfin, il y a des choses qui sont encore, assez formidables et voilà, je considère que j'ai de la chance, beaucoup de chance de faire ce boulot et d'avoir cette opportunité, de continuer à parler de ça et voilà et c'est un truc, voilà, je sais que tu me contrediras pas, mais parler dans un micro, parler à des gens qui ont envie de t'écouter et qui ont aussi des retours et des discours qui sont intéressants, voilà, je demande rien de plus et je risque de continuer un petit bout de temps, hein. On a trouvé une formule magique un petit peu. Bah écoute, Ouais, un grand, grand merci Erwan pour ta merci à toi. participation à cette émission. Est-ce qu'il y a un endroit spécifique où on peut, enfin vers lequel on peut diriger les gens qui voudraient te retrouver?
Il y a le Blue Sky, hein, qui est le seul réseau social actif sur lequel je suis. Et puis sinon, évidemment, le serveur Discord de Silence on Joue. On en a suffisamment parlé. Évidemment, on mettra le lien vers la section Silence on Joue de Libé et le Blue Sky d'Erwan dans les notes de l'émission. Donc, vous pouvez vous précipiter dessus pour aller voir tout ça. Et accessoirement, vous êtes en train d'écouter un podcast maintenant dans une app de podcast. Donc, vous pouvez aussi, si ce n'est pas déjà fait, aller vous abonner au podcast Silence on Joue. Vous êtes déjà dans l'app de podcast, donc c'est très simple. Pour ma part, vous le savez, c'est Note Patrick un petit peu partout. Il y a bien sûr cette émission hebdomadaire également qu'on enregistre en même temps le jeudi, et c'est pour ça qu'on est très rarement dans les émissions l'un de l'autre. Sinon, si c'était un autre moment, on le ferait évidemment. Mais donc, le rendez-vous jeu, c'est tous les jeudis qu'on l'enregistre en live à 12h30 et bien sûr en podcast 1 ou 2 heures, 3 heures après. Et si vous souhaitez soutenir l'émission, vous le savez, il n'y a pas de formule d'abonnement à Libé, mais il y a un Patreon, patreon.com/rdvjeux. Si vous appréciez l'émission, vous savez que c'est comme ça que vous pouvez nous soutenir, enfin me soutenir spécifiquement, parce que je fais ça tout seul comme un grand ou presque. Un grand merci encore Erwan, et puis nous on se retrouve, je ne sais pas quand sera le prochain épisode parce que normalement on diffuse celui-ci pendant les vacances, donc allez, au plus tard dans 2 semaines, et on aura une nouvelle émission super intéressante à vous proposer. Merci de nous avoir écoutés, à bientôt, ciao ciao. À bientôt.